Et avant de laisser la parole à Thierry Rizer, je laisse la parole à Éric Gaspard de l'ADEME qui nous fait un point sur l'accompagnement de l'ADEME au niveau de l'expérimentation E+C-. Voilà, merci. Merci Marina. Alors, ce qui va être vraiment très intéressant et opérationnel, c'est la présentation de Thierry Rizer sur ce bâtiment. Là, c'est juste 3 diapos pour planter le paysage. Donc, on parle de l'analyse du cycle de vie, hein, c'est vraiment la nouveauté de la future réglementation qui va encadrer la construction de bâtiments neufs en France. On n'est plus que sur le kilowattheure, mais on est sur le CO2 également. Ce sont ces 2 indicateurs-là qui vont définir le fait qu'un bâtiment soit en accord avec la loi et les réglementations. Dans un ACV, il y a plus que le CO2 et le kilowattheure. Il y a l'acidification des sols, il y a la pollution de l'air avec le SO2 et d'autres choses. Ce n'est pas pris en compte comme critère si un bâtiment est conforme à la loi, dans la prochaine loi. Mais par contre, ça fait partie de l'ACV, l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire tous les impacts de la conception jusqu'à la déconstruction d'un bâtiment. Et c'est donc dans ce contexte-là, énergie-carbone, qu'on a la future réglementation, E+C-, et que Thierry Rizer va vous présenter un bâtiment qui est E4C2, c'est-à-dire qui a les meilleures notes possibles dans les 2 indicateurs, kilowattheure E et carbone C, E4C2. Donc pour planter le décor, E+C-, qui est le nom de l'expérimentation qui prépare la future réglementation, qui va donc se baser sur les indicateurs environnementaux plus larges que seulement le kilowattheure, jusqu'à présent, que vous connaissez tous dans la RT. On a plusieurs outils. Le référentiel énergie carbone qui indique comment calculer les impacts environnementaux, produit par produit, type de matériaux par type de matériaux, etc., etc. Le label qui permet de motiver et les maîtres d'ouvrage et ceux qui occupent ou achètent les logements ou les bâtiments pour certifier qu'effectivement on est plus ou moins performant sur les 2 indicateurs. Donc E4C2, comme je vous le disais tout à l'heure, en E on peut aller de 1 à 4, donc E4 c'est le meilleur. En C on peut aller de 1 à 2, 2 c'est le meilleur. Et donc il y a des bâtiments qui seront E1, C1, E1, C2, etc. etc. L'observatoire, ça c'est le fait que les pouvoirs publics, pour préparer cette réglementation, se basent sur des cas réels opérationnels. Et c'est ce qui se passe donc dans toute la France, y compris dans le Grand Est, où on a des maîtres d'ouvrage et des équipes de conception, architectes, maîtres d'œuvre, bureaux d'études, qui se prêtent au jeu de l'ACV, qui réalisent ces calculs d'analyse du cycle de vie et qui vont alimenter cet observatoire. Et sur cette base d'opérations réelles, le législateur va pouvoir travailler sur des règles qui sont plus en accord avec les problématiques du terrain. Et c'est aussi une des premières fois où on implique autant les professionnels et le terrain dans l'écriture d'une nouvelle loi bâtiment. Voilà, donc ça c'est pour vous en image pour visualiser un petit peu plus le E4, C2, EX, CY, peu importe, on a les 4 niveaux énergie en bleu, et puis les 2 niveaux carbone 1 et 2 qui concernent le bâtiment et les produits et équipements. Donc le CO2 du bâtiment, c'est plutôt, on va dire, la conversion du kilowattheure en CO2, entre guillemets, dans ce qu'il consomme en utilisation, pour se chauffer, ventiler, éclairer et tous les usages d'un bâtiment, mais qui prend en compte aussi, et ça c'est nouveau, les usages non réglementaires, c'est-à-dire hors ventilation, auxiliaire, chauffage, eau chaude et froid. Tout ce qui reste, qu'est-ce qui reste, c'est l'électricité domestique, c'est les ordinateurs pour le tertiaire, par exemple. Et donc là, c'est un bilan plus global qui est pris en compte pour l'évaluation des impacts du bâtiment. Alors ça, c'est la dernière diapo et après, presque, oui, c'est ça. Ça, c'est pour faire un petit focus sur comment on fait ça, comment on implique les maîtres d'ouvrage et les équipes de maîtrise d'œuvre dans E+C-, avec donc le CEREMA, l'INSA, Energy.pro, IMAE, Solares Bowen, là. Tout ça, c'est un groupement qui travaille avec l'ADEME et la région sur cette expérimentation E+C- pour accompagner les équipes de maîtrise d'œuvre, les aider à faire les calculs d'ACV et les aider à avoir un dialogue constructif
pour faire remonter toutes les problématiques. Donc ces bureaux d'études-là ont été triés sur le volet et sont sélectionnés par l'ADEME, et on travaille donc ensemble en tant qu'experts sur la thématique ACV. Ils savent les faire. Alors, on fait donc de l'accompagnement, créer des conditions favorables au partage d'expériences. On valorise les bonnes pratiques, ça c'est l'observatoire, c'est-à-dire qu'on a vraiment des opérations réelles sur le terrain qu'on va scruter, qu'on aura passé à la moulinette de l'ACV, et on va ensuite analyser. Ce sont ces prestataires qui vont les analyser et capitaliser, c'est-à-dire que on a déjà eu des séances sur le Grand Est qui ont réuni plus de 200 personnes en séance d'information sur plus c'est moins, qu'est-ce que c'est, comment on fait de l'ACV, qu'est-ce que c'est qu'une fiche FDES, qu'est-ce que c'est que la base INES, etc., etc. On a commencé à poser le paysage avec les professionnels, et dès la rentrée 2018 et un peu après, on va avoir les premiers résultats sur le Grand Est, des 30 opérations qui sont donc impliquées dans cette expérimentation, pour commencer à vous dire, voilà, sur les opérations qui ont été évaluées via les ACV, on peut commencer à dire que l'impact carbone de tel système constructif, de tel système de chauffage, c'est ça, les difficultés rencontrées, c'est ça, etc., etc. Donc, ces séances seront ouvertes à tous, pas seulement réservées aux 30 lauréats qui font partie de cette expérimentation, excusez-moi, et ça sera ouvert très largement au public d'EnergyVie.pro et tous les gens intéressés. Mais on est assez surpris de l'engouement. 200 personnes sur un thème qui est quand même très pointu, parfois un peu rébarbatif. On est autant d'intérêt de toute la filière, on s'en félicite et c'est très bien de continuer à être motivé. Voilà, si vous voulez savoir plus de choses là-dessus, vous avez une adresse internet à noter, c'est celle-là. C'est un site qui a été créé pour cette opération Grand Est et qui vous permet d'avoir le maximum d'informations. Voilà, moi j'en ai fini pour poser le paysage et je laisse la parole à Thierry. Bon. Voilà, bonjour à tous, enfin rebonjour pour ceux qui étaient déjà au début d'après-midi. Merci d'être aussi nombreux. On voit qu'effectivement le sujet est porteur et qu'il interroge. Je parle du sujet, mais en fait, il y a deux sujets dans ma présentation. Je vais un petit peu zapper de l'un à l'autre. J'espère que vous arriverez à me suivre. Je vais vous parler à la fois donc, de notre nouveau bâtiment qu'on s'est construit. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est dedans, qu'on travaille dedans, qu'on a appelé local. Je vous expliquerai un peu pourquoi. Et puis, plus globalement, je vais vous parler du label, donc en tertiaire comme nos bureaux, mais aussi en logement. Donc voilà, je vais faire un petit peu des allers-retours du cas particulier de nos bureaux à la généralisation à l'ensemble du label. Je pose aussi un genre d'avertissement depuis le début. Le label énergie carbone, c'est quelque chose de nouveau qui personnellement m'enthousiasme énormément. Je trouve que c'est une excellente évolution de la réglementation des bâtiments. On s'ouvre des portes, on va chercher la forêt qui a été longtemps cachée par l'arbre. Donc c'est formidable. Pour ceux qui me connaissent, je suis aussi un petit peu militant de l'énergie et de la qualité environnementale. Donc ce que je vais vous présenter sera par moments un peu critique, voire beaucoup critique. Mais comme d'habitude, c'est parce qu'on aime bien, le label qu'on a envie de le voir évoluer et qu'il soit encore meilleur demain. Voilà, je pose ce petit préambule en guise d'investissement. Je suis Enertech et je suis globalement très très content que ce label a été créé, qu'il y ait un espace disponible pour en discuter, qui est vraiment un vrai échange, une vraie remontée d'informations. C'est une superbe dynamique. Voilà. Donc, excusez-moi par avance si la présentation peut vous sembler un peu négative par moment. Donc, ce que je vous propose, c'est donc de vous présenter dans un premier temps déjà la démarche de notre bâtiment, pourquoi je suis là pour vous parler de ce bâtiment en particulier, le bâtiment local. Ensuite, regardez le volet énergie du label. Voilà, on va passer du bâtiment à d'autres bâtiments comme le logement. Et puis ensuite le volet carbone. Et puis après un petit divers où on va explorer d'autres aspects du label et éventuellement manquant dans le label. Donc, le bâtiment qu'on s'est construit, donc notre objectif principal à nous, Scope Enertech, c'était de passer la colline, d'aller de Féline-sur-Rimandoul, 60 habitants, à Pont-de-Barret, 600 habitants. C'est quand même un facteur 10, donc c'était un défi à réussir.
On voulait se construire 600 mètres carrés de bureaux, voilà. Et puis, évidemment, on voulait les rendre représentatifs de ce qu'on sait faire de mieux en tant que maître d'œuvre impliqué dans la performance énergétique et environnementale. Et donc, on s'est donné 3 familles d'objectifs. Faible impact. Le procédé constructif bois-paille s'est vite imposé à nous parce qu'on l'avait déjà pratiqué et c'est un procédé formidable. Pour apporter de l'inertie au bâtiment, on a choisi d'éviter le plus possible le béton, donc on est allé chercher de la terre crue. On a fait appel à des entreprises locales et on souhaitait être énergie positive tous usages. Donc la conception du bâtiment, on l'a commencé en 2013, le label n'existait pas encore. Et c'est après la construction du bâtiment qu'on l'a calculé dans le label et qu'on a vu qu'on était E4C2. Voilà. Mais nous, on s'était posé l'objectif non pas en termes de E4, mais en termes d'énergie positive tous usages. On voulait qu'il soit à faible coût, à la fois à faible charge de fonctionnement, évidemment, en coût global, mais aussi en coût de construction. On voulait être en dessous de 1 200 € du mètre carré. On est arrivé en dessous, effectivement, de cet objectif. On est à 1 120 € du mètre carré. Et pour faire un peu la quadrature du cercle, on s'est donné comme guide de conduite d'avoir une démarche de conception low-tech. Donc ça veut dire qu'on a visé de faire un bâtiment sans chauffage. Je vais vous expliquer concrètement ce que j'entends par là. Et on a eu recours à de la ventilation double flux, mais en mode décentralisé. Vous verrez en quoi c'est plus simple et en quoi c'est intéressant. Le point de départ de cette réflexion et de l'approche low-tech, c'est un architecte qui nous a envoyé cette phrase pendant des retours sur l'AMO Bourgogne. On a travaillé pendant un bon bout de temps sur un magnifique laboratoire sur la région Bourgogne. Et dans un colloque de restitution, un architecte nous interpelle et nous dit « Mais je comprends pas, vos bâtiments là, on leur fait une super enveloppe, on leur met du super bon vitrage comme ça, donc on paye super cher pour avoir des bonnes isolations, tout ça. Et en plus, il faut qu'on paye une super chaudière bois, une super pompe à chaleur, un super... » Il n'y a pas un moment où on déconne là. Pourquoi on fait à la fois une excellente enveloppe et des systèmes super compliqués? Et on s'est dit, ben oui, effectivement, si on veut aller dans la logique passive jusqu'au bout, est-ce qu'on n'a pas intérêt à pousser les curseurs à fond et viser quelque chose qui soit sans chauffage ou presque sans chauffage? Donc c'est ça le point de départ. Et donc, allez, on va pousser les curseurs, on prend nos simulations thermiques dynamiques, on pousse les curseurs à bout, et est-ce qu'on arrive à faire un bâtiment sans chauffage? Alors, complètement sans chauffage, on n'y arrive pas forcément. Par contre, presque sans chauffage, oui, effectivement. Là, si vous voulez, ici, on a en dessous tout ce qui est déperdition par les parois, par la ventilation, par les infiltrations. Ici, vous avez en orange les apports internes, les apports de chaleur internes, et puis en jaune, les apports solaires. Et en rouge, ce qui reste à compenser, les besoins de chaleur, les besoins de chauffage pour chauffer le bâtiment. Et on voit que la chaudière principale d'un bâtiment tel qu'on l'a conçu là, la chaudière principale c'est le soleil, et puis accessoirement de temps en temps il faut chauffer la vie un petit peu. Donc quand on est dans ces conditions-là, et quand on atteint en l'occurrence un besoin de chauffage inférieur à 4 kWh par mètre carré, là à ce moment-là on peut se permettre d'avoir une simplification radicale du besoin de chauffage. En l'occurrence, pour l'instant, notre bâtiment est chauffé par 4 radiateurs électriques d'1 kW chacun. 4 kW pour chauffer 600 mètres carrés, faites le calcul, ça fait du 7 watts par mètre carré, si je ne me gourre pas, c'est-à-dire 2 fois moins que la norme passive, hein, qui se dit qu'on vise une dizaine ou une quinzaine de watts par mètre carré. Et pour mémoire, maintenant qu'on a testé ça, parce que l'avantage du radiateur électrique, c'est un des seuls avantages, c'est que c'est facile à mesurer pour faire la campagne de mesure. Et maintenant qu'on a eu on aura eu 2 ans de saison de chauffe cet été, on va sans doute remplacer les radiateurs par un poêle à granulés, parce que quand même l'électricité, ça nous embête un peu. Mais bon, globalement, pour 3 francs 6 sous, on a un moyen de chauffage pour chauffer 600 mètres carrés. Voilà. Donc là, il y a une économie radicale qu'on veut aller chercher, et ce qui fait qu'on arrive à tenir les prix que je vous ai annoncés. On détaille un petit peu le procédé constructif. Donc, on a un soubassement qui est enterré, semi-enterré. Donc, celui-là, il est en conception classique, double isolation intérieure-extérieure. Rien de bien spécial à part les épaisseurs d'isolant, mais voilà, c'est pas forcément très, très novateur. Après, on a de la paille, un petit complément d'isolation laine de bois intérieure. On a de la boîte de cellulose en toiture. On a des menus triple vitrage à haut facteur solaire. Ça fait partie vraiment des éléments de conception importants.
Le triple vitrage était important pour limiter les déperditions. Hein. La paroi vitrée reste toujours plus déperditive que la paroi opaque. Donc c'est là où le gros bouton rouge il nous reste pour gagner en performance, c'est d'aller chercher les vitrages les plus performants. Et le haut facteur COR, ça veut dire que ça laisse à peu près aussi bien rentrer la chaleur qu'un double vitrage. Donc on a pu ce débat interminable entre je veux pas du triple vitrage parce que le soleil rentre moins bien. Aujourd'hui c'est plus vrai. Techniquement on sait faire du triple vitrage où la chaleur rentre aussi bien que du double vitrage. Donc c'est ça qu'on est allé chercher. Et au niveau du plancher bas, on a une dalle flottante sur isolant avec une remontée d'isolant périphérique de 10 cm. Donc voilà, juste pour illustrer le fait qu'on est allé chercher les ponts thermiques jusqu'au dernier pour limiter les pertes. Donc voilà ce que ça nous donne en photo, parce que c'est quand même toujours plus parlant. L'ossature bois paille a été préfabriquée en atelier, livrée sur chantier par panneau, donc gruté comme ça. Oui, ce que je ne vous ai pas montré dans la coupe, c'est qu'on a de la terre crue un petit peu partout. De la terre crue, on en a en habillage de murs porteurs, ici des croix de Saint-André qui nous assurent la tenue du bâtiment au séisme notamment. Et donc qui ont été habillés avec des briques de terre crue qui ont été faites avec la terre du chantier. C'est-à-dire quand on a escavé, on a mis une partie de la terre de côté. On a de la terre très argileuse, on a dû la couper avec pas mal de sable, mais voilà, c'est fait avec la terre du terrain et puis un artisan du coin qui nous a mis ça en œuvre de façon très 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 sympathique, très jolie. Et au niveau, donc là on a 30 tonnes de briques de terre crue comme ça en refend et 70 tonnes qui sont dans l'épaisseur des planchers. Les planchers sont en bois. Avec un système de planches dans des feuillures créées au niveau des solives. Et donc elles ont été remplies de briques d'argile compressée. C'est des rebuts de fabrication en fait. Des fois les briques au séchage elles peuvent vriller ou onduler, elles sont invendables, on ne peut pas les mettre en œuvre. Donc ça c'est des rebuts, ils nous en ont mis 70 tonnes sur des palettes. Ils nous ont envoyé ça par camion et on les a utilisés en vrac dans l'épaisseur du plancher. Au niveau des menuiseries, donc c'est du triple vitrage. Le ratio sur lequel on a beaucoup travaillé, on a passé des semaines et des semaines de simulation thermique dynamique pour optimiser ce bâtiment, pour qu'il soit à la fois sans chauffage ou presque et confortable en été. Et donc un des gros boutons rouges aussi, c'est le ratio de surface vitrée. Donc ça tombe bien, là en l'occurrence on retombe sur la règle ancestrale du 1/6 de la surface habitable, mais ça aurait pu être différent. Et évidemment, quand on fait de la conception bioclimatique, les vitrages sont principalement sur la façade sud et très peu sur la façade nord. Pour le confort d'été, on a des occultations performantes et pertinentes, donc des brise soleil orientables en l'occurrence, qui nous permettent de surventiler, d'aérer la nuit et le matin. Si on a le temps, je vous montrerai des petites mesures qui illustrent ce fonctionnement-là. Et la fameuse double flux décentralisée, ça ressemble à ça. C'est donc des caissons tout petits, mais qui ont tout d'une grande, comme on dit. Il y a un échangeur à plaques, deux ventilateurs, des filtres, tout ça intégré dans un petit caisson. Et un tuyau ici, avec deux demi-lunes dedans, une partie qui amène l'air neuf et une partie qui rejette l'air extrait à travers la façade, et donc avec de l'autre côté une grille qui sépare les deux flux pour éviter qu'ils se mélangent. Voilà, donc c'est des appareils tout simples. On en a mis un par bureau, deux pour les gros bureaux, et ça se pilote tout bêtement avec un interrupteur. Quand j'ai besoin d'éclairage, j'éclaire. Quand j'ai besoin de ventiler, je ventile. Quand je peux passer en aération naturelle, j'ouvre la fenêtre et j'éteins la ventilation. Et chacun fait ça indépendamment, bureau par bureau. Globalement, nos critères de choix, c'était qu'évidemment l'efficacité d'échange soit très bonne. Donc on a pris des caissons qui sont en l'occurrence certifiés Passive House, qui consomment peu d'électricité. En l'occurrence, comme il n'y a pas de réseau, il n'y a pas des kilomètres de tuyaux pour balader l'air, finalement les pertes de charge sont très faibles et ça consomme 3 fois rien. Donc 5 watts pour 25 mètres cubes heure, pareil, si vous faites le ratio, ça fait des niveaux de consommation extrêmement faibles. Voilà, ça se met en œuvre comme ça. Et pourquoi j'ai précisé gainable ici? C'est parce que ça nous permet, dans le cas des bureaux qui sont accolés avec des pièces humides, des toilettes ou la douche, eh bien, ça permet d'utiliser un seul caisson pour ventiler les deux, par balayage. On va souffler dans le bureau et puis extraire dans la pièce humide, et l'air va faire le tour. Ça permet d'économiser un caisson, d'une part, et d'autre part, ça permet d'utiliser l'air 2 fois. Ça évite d'avoir 30 mètres cubes heure pour le bureau et en plus 30 mètres cubes heure pour la douche.
Donc voilà, ce qui n'est pas rendu possible par certains caissons de ventilation décentralisée qui ne sont pas gainables. Voilà. C'est pour ça que c'était un critère de choix. Donc à l'époque, en l'occurrence, il n'y avait que les caissons de Zender qui répondaient à ce cahier des charges-là. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Et donc voilà, vraiment le gros intérêt, c'est que ça se pilote par un simple interrupteur, contrairement à une ventilation double flux collective, où si je veux pouvoir piloter une salle de réunion en tout ou rien, je suis obligé de mettre une commande sur un volet qui va fermer le soufflage et la reprise, et puis il faut que la centrale derrière soit régulée à pression constante pour adapter son mode de fonctionnement avec tout ça. C'est complexe, c'est difficile à bien faire marcher dans la pratique. Voilà, là on a quelque chose qui est vraiment simplissime. Voilà, et pour terminer, voilà, pour être énergie positive, il faut quand même produire un peu d'énergie de temps en temps. Donc on a pris toute la toiture sud, on l'a couverte de photopiles, on ne s'est pas trop posé de questions, on a tout tartiné. Donc au total, on a 24 kW crête sur notre toiture. Et puis local, c'est donc low tech, low calorie, low cost et aussi local en français, puisque toutes les entreprises qui ont travaillé sur le chantier sont dans un périmètre d'une quarantaine de kilomètres autour de Pont-de-Barret, centre du monde ici, à côté de Montélimar, Valence. Voilà. Donc dans la Drôme provençale. Voilà pour un petit peu la présentation de ce bâtiment un petit peu particulier dont je vais vous parler au fil de la présentation. Donc, on attaque le label énergie carbone par le volet énergie dans un premier temps. Donc, petit graphique pour présenter les performances calculées et mesurées et dans le label. Donc, le premier empilement, là, c'est le calcul physique par simulation thermique dynamique et puis des outils qu'on a développés en interne sur la base de nos campagnes de mesure. Donc voilà, on s'attendait à être énergie positive d'un facteur 6 ou 7. Voilà, entre la production photovoltaïque ici et ce qu'on pensait consommer. Les mesures sur la première année de fonctionnement montrent qu'on était plutôt plus performant que ce qu'on pensait, donc c'est une très bonne nouvelle. Les bureaux n'étaient pas complètement pleins à cette époque-là non plus, mais voilà. On a aussi produit plus, mais ça c'est juste parce qu'on a eu un bon été très ensoleillé, il n'y a pas d'enseignement particulier à en tirer. Par contre, ce qui m'intéresse plus, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le moteur de calcul RT, une fois qu'on l'a injecté dedans. Donc sur les 5 usages RT, on n'est pas trop différents. C'était sympa de voir que le moteur RT nous disait qu'on avait 0 pointé en besoin de chauffage, donc ça on a trouvé ça sympathique. Voilà. Et puis, par contre, voilà, là où on s'interroge, ça, je vous le commenterai après, c'est sur le barreau autres usages, où là, pour le coup, donc là-dedans, on a l'informatique, la bureautique et tout, où on avait un gros écart déjà, nous, à la conception, et a fortiori un gros écart avec la mesure. Donc on va commenter ça un petit peu après. Donc si vous voulez retenir des chiffres, mais bon voilà, si vous voulez retenir des chiffres, c'est facile, il y a 7 et 7. On a consommé 7 kWh par mètre carré d'électricité. Donc après, vous multipliez par ce que vous voulez, par 3,23, par 2,58 pour avoir de l'énergie primaire, comme vous voulez. Et par ailleurs, on est énergie positive d'un facteur 7. Donc voilà, entre ce qu'on a produit, on a repris la production normalisée sur un fichier météonorme, mais entre ce qu'on a consommé au réel et puis ce qu'on aurait dû produire avec un fichier normalisé, on a un facteur 7. Et ce qui nous embête un tout petit peu, c'est que dans le label, on est tout juste énergie 4, avec l'effet des deux flèches qu'on voit là, c'est-à-dire qu'en fait, on a consommé 10 fois moins d'énergie sur les autres usages de l'électricité, les AUE pour ceux qui connaissent le label. On a consommé 10 fois moins. Et puis, entre ce barreau-là et ce barreau-là, c'est que dans le label énergie carbone, la production photovoltaïque exportée, à partir d'un certain degré, elle est plus valorisée avec le même facteur d'énergie primaire. Je reviendrai dans le détail là-dessus, mais ça explique la différence entre les deux barreaux ici, et le fait qu'un bâtiment qui est physiquement énergie positive d'un facteur 7 est dans le label juste E4. Voilà. Si on veut, bon ça c'est un cas particulier, la première question qu'on s'est posée, nous, quand on a décortiqué un petit peu le label, c'est comment tout ça vit. Si je veux faire un bâtiment énergie 4, parce que bon, moi, ce que j'appelle un bâtiment énergie positive au sens physique, c'est ça, c'est un bâtiment qui produit autant ou plus que ce qu'il consomme. Donc, pour moi, bâtiment énergie positive, c'est énergie 4. Donc, ma question de départ, c'était, est-ce que je sais faire des bâtiments énergie 4, quelle que soit la configuration? Et en particulier, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ça marche quel que soit le nombre d'étages? Et là, tout de suite, on a vu qu'il y avait un truc qui coinçait un petit peu. Alors, autant
quand je simule une école, les AUE pris en compte dans le label sont faibles, à juste titre. À part l'éclairage, il n'y a pas des usages d'électricité spécifiques trop importants dans les écoles. Donc on arrive à faire des écoles rez-de-chaussée, R+1, énergie 4 sans trop de problèmes. On devrait même pouvoir monter dans les étages si le cas se présente. Par contre, dans les bureaux, si je couvre ma toiture de photovoltaïque et que j'empile des étages sur des étages, j'augmente mes consommations, mais j'ai toujours la même production photovoltaïque dans ma toiture, on est d'accord. Et donc il y a un moment où, assez vite, en fait, on n'y arrive plus. C'est-à-dire, si j'avais fait un équivalent de local en R+2 et non pas en R+1,5, comme on l'est, j'aurais pas pu le faire passer dans le label. J'aurais pas été énergie 4. Ou alors, il aurait fallu gratter un petit peu plus sur d'autres postes. Et si je monte encore plus dans les étages, et même si je me mets du photovoltaïque sur la façade sud, en supposant que c'est ma grande façade de bâtiment, parce que quand même je fais du bioclimatisme, donc ma grande façade c'est la façade sud, et que je la tartine à 50% de photovoltaïque, et puis 95% de ma toiture en photovoltaïque, donc ouais, je blinde un peu tout ce que je peux, je peux encore monter jusqu'au R+2, ça marche, je suis encore, là c'est le bilan BPOS qui est négatif, donc je suis bien énergie 4, mais à partir de R+3, R+5, et a fortiori R+5, je ne sais plus faire. Voilà. Donc c'est ça qui nous questionne. Pour un mémoire, mes différentes nuances de vert, là, on va les revoir après, mais justement, c'est cette histoire de photovoltaïque autoconsommé, une partie du photovoltaïque exporté, les 10 premiers kilowattheures de photovoltaïque exportés sont valorisés avec 2,58, et la suite est valorisée avec un facteur 1 seulement en énergie primaire. Donc ça le pénalise. Et là, les petits pointillés, c'est si j'avais valorisé tout à 2,58, on serait descendu jusque-là. Donc juste pour dire que là, on serait encore à énergie positive dans ce cas-là. Juste pour dire que cette règle-là du label impacte directement cette notion pour atteindre énergie 4 en montant dans les étages. De même qu'évidemment, si je peux changer les AUE et prendre en compte des bonnes pratiques de conception, évidemment, ça me permettra aussi de grimper dans les étages. Je reviendrai sur l'histoire du bois qui compte pour 0, mais juste pour mémoire, c'est aussi une des hypothèses du label, donc qui est très favorable à l'énergie bois. Bon, ça, on peut le souhaiter parce que c'est une énergie qui est vertueuse. Par contre, il y a un petit risque de dérive sur le fait que, du coup, on n'est pas obligé de pousser autant l'enveloppe que sur les autres énergies. Il y a un petit risque de tentation de dégrader les choses. Le garde-fou étant les conditions de la RT 2012 en l'état actuel du label, c'est-à-dire les mêmes règles de BBio et les mêmes règles de CEP que la RT 2012. Donc à voir si c'est pertinent de renforcer ces règles-là dans la future réglementation plutôt que de les laisser au niveau actuel. Bon, finalement, je ne voulais pas en parler, mais j'en ai parlé quand même, comme ça c'est fait. Voilà, pour la question du bois. Et si, là, je vous ai parlé de tertiaire. Si on est en logement, qu'est-ce qui se passe? Un petit peu la même chose. C'est-à-dire que quand je commence sur du plein pied, je peux être énergie 4 très très largement, j'ai pas de souci. R+1, ça va encore. Et à partir de R+2, ça se complique. Et voilà, encore une fois, c'est mes AUE qui sont importants et la règle du 2,58 ici qui me pénalise encore pour le R+2 et puis après R+3, voilà, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc ça c'est voilà, ce qu'on peut en dire, un point de vigilance par rapport à ces nombres d'étages. Donc du coup, pour rentrer un petit peu plus dans le détail et rendre les choses plus concrètes avec des chiffres, si ça vous parle, là c'est un petit graphique qui est dans les règles du label. L'idée c'est on voit en vert ici une courbe de consommation sur une journée, de 1 heure à 24 heures, avec ici une cloche de production photovoltaïque typiquement. Donc on a ici en rouge assuré ce qui est la partie auto-consommée, c'est-à-dire ce qui va être produit par le bâtiment et directement consommé dedans. Donc ça clairement c'est valorisé à 2,58. Et puis après, dans la partie qui est exportée ici, on a une première tranche de 10 kWh par mètre carré d'électricité qui est valorisée à 2,58 et le reste qui va être valorisé à 1. Donc dans mon exemple du logement R+1, avec la toiture bien couverte, je produis 70 kWh d'électricité au mètre carré,
et donc ça va se décomposer en 13 autoconsommés, enfin j'ai fait un calcul, hein, c'est voilà, 10 exportés et 48 qui vont être valorisés avec seulement un facteur 1. Donc finalement en énergie primaire, je peux couvrir 107 kWh d'énergie primaire avec cette configuration-là en R+1. Si je monte dans les étages, du coup, rapporté au mètre carré de surface SDP, je ne sais plus, Sean, non, SRT, pardon, maintenant, ça change tout le temps. SRT, ça me fait un peu moins, parce que forcément j'ai plus d'étages, 28, et ceux-là vont se répartir en une partie autoconsommée, une partie exportée, et une partie exportée au-delà de 10 kWh, beaucoup plus faible, et donc, voilà, 60 kWh par mètre carré d'énergie primaire qui vont être couvertes par ma production photovoltaïque. Voilà. Ça nous donne ce qu'on peut consommer finalement pour être à énergie 4 dans ces bâtiments. Voilà. Si on veut rentrer dans le détail, donc comment ça se fait que sur notre bâtiment on a réduit la consommation d'électricité spécifique autant par rapport à la valeur du label? Il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'usage, évidemment. On a une équipe qui est motivée et sensibilisée aux questions environnementales, donc il y a une certaine sobriété dans les usages. Mais il y a aussi des choses qui sont de l'ordre du dur, entre guillemets, de l'équipement, de choix techniques qu'on a fait. Et je voulais en illustrer quelques-uns. Donc au niveau de l'éclairage, alors ça ne rentre pas dans les AUE, c'est le post-éclairage, hein, mais c'est quand même de l'électricité spécifique. On a optimiser l'éclairage par modélisation numérique, sous Dialux en l'occurrence, pour atteindre un niveau d'éclairement, une puissance installée de 2 watts par mètre carré pour 200 lux. Pour mémoire, 200 lux, c'est le seul niveau d'éclairement qui est vraiment obligatoire. Les 500 lux qu'on entend parfois, c'est une norme qui a été pensée par les fabricants de luminaires. D'accord ? La seule chose qui s'impose vraiment à nos bureaux d'études, c'est le code du travail, en l'occurrence. Donc c'est 200 lux. Plus un point sur les plans de travail si besoin. Donc quand je dimensionne avec 200 lux une certaine uniformité et que je vais au plus près de mon vrai besoin, j'utilise des luminaires LED avec des bons rendements optiques, je peux atteindre 2 watts par mètre carré. C'est quand même 3-4 fois moins que la pratique courante qu'on voit d'habitude. L'informatique basse consommation, concrètement, c'est quoi? C'est des ordinateurs portables. Si je vais sur Top 10 au moment de choisir mon ordinateur portable, si je suis raisonnable dans la diagonale de mon écran aussi, voilà, je peux avoir un ordinateur qui consomme moins de 25 watts, même celui-là il fait plutôt moins de 20 watts, voilà, avec une capacité de calcul qui est tout à fait satisfaisante pour tous mes besoins, y compris la simulation dynamique. Donc voilà, ça c'est une question de choix. On peut rajouter un grand écran si on fait des plans à côté, ça ne consomme pas forcément grand-chose non plus. Au niveau des serveurs, je vous raconte l'histoire des serveurs parce que c'est rigolo aussi. Quand on était à Féline sur Rimandoul, on avait un serveur basse consommation. Il faisait 150 watts, et a fait qu'on faisait les mails et puis un serveur donné. Là, à l'occasion du déménagement, on a cherché à le remplacer. On a passé nos mails sous Linux, nos ordinateurs sont sous Windows, mais le serveur mail est sous Linux, et on l'a fait fonctionner avec un petit BlackBerry Pi, pour ceux qui connaissent, c'est un ordinateur gros comme ça. Ça consomme 8 watts. D'accord ? Et puis le serveur donné, on a pris un NAS, Network Area Storage, donc c'est un gros cube comme ça, avec 5 disques durs les uns à côté des autres, qui nous gère automatiquement une copie redondante de toutes les données, et ça consomme 35 watts maximum. Donc en gros, pour moins de 50 watts, donc 3 fois moins que l'ancien serveur, qui était déjà un serveur basse consommation, on a une meilleure qualité d'usage, parce qu'on a une meilleure sécurité des données que ce qu'on avait avant. Voilà. Donc, encore une fois, l'électricité spécifique, il n'y a pas de fatalité dedans, il y a quand même plein de choses qui peuvent être faites avec des moyens pas très compliqués, complètement disponibles aujourd'hui. Et puis reste la question des veilles des différents appareils, des écrans pour ceux qui ont oublié de l'éteindre, des imprimantes, etc., des switches, des onduleurs, etc. Eh ben, on a une solution toute bête, on n'est pas les seuls à y avoir pensé, voilà, mais on le fait et il faut le faire. On a mis un interrupteur général pour couper tout ça. Le dernier qui part, il éteint tout en même temps qu'il met en route l'alarme du bâtiment. C'est pas compliqué du tout. Et pour le cas où on a des simules à faire tourner pendant la nuit, ça arrive de temps en temps, on s'est mis un réseau de prises rouges. Chez nous, les prises rouges, c'est pas un réseau ondulé. Un réseau ondulé, ça sert à rien quand on a des portables. Donc chez nous, les prises rouges, c'est le réseau qui reste allumé pendant la nuit. Donc quand je branche mon ordinateur sur le réseau rouge, il pourra continuer à fonctionner pendant la nuit. Voilà.
Donc c'est des choses toutes bêtes, mais ça permet de supprimer quand même la moitié des consommations de veille, enfin même plus que la moitié, puisqu'il y a les week-ends il y a les week-ends en plus. Voilà. Quand on prend du recul et qu'on compare ce bâtiment à d'autres bâtiments qu'on a suivis en campagne de mesure, on voit qu'il y a une variabilité énorme quoi, entre des bâtiments un peu old school et puis même des bâtiments qu'on a conçus il y a une dizaine d'années comme l'INED, et ce qu'on a fait là pour local, on a vraiment des facteurs de progression très importants. Et pour vous situer l'ordre de grandeur, la valeur qui est prise en compte dans le label, pour les bureaux, 26 kWh d'élec, ça se situe là. Si on rajoute un petit peu d'éclairage, je vous le fais au pif, mais parce que là dans mes barreaux il y a l'éclairage aussi, c'est la partie verte. Voilà, on est autour d'une trentaine. Donc on voit que la valeur du label, elle n'est pas forcément déconnante, c'est plutôt représentatif d'une... Je ne sais pas si mon panel là, il est représentatif de toute la France, mais voilà, ça se situe un peu dans le milieu de l'échantillon, donc la valeur, elle est pas bête. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'elles ne prennent pas en compte des bonnes pratiques de conception. Je ne parle pas de la sobriété d'usage, mais je parle de l'efficacité en conception. Voilà. Dans le logement, on peut faire un petit peu le même type de raisonnement. Là, je vous ai compilé quelques sources bibliographiques sur les consommations d'électricité spécifiques dans les logements. Vous avez ici le bilan prévisionnel d'RTE. Vous avez un peu le détail de la biblio ici, mais voilà. Ça, c'est une source calculatoire sur la base d'hypothèses d'équipement, etc. De même que le Use 2030, c'est aussi un modèle calculatoire avec un modèle de stock, chose d'assez compliqué, et qui permet de voir quel est le niveau supposé de consommation du parc actuel. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de projeter, si on remplace à usage constant, si on remplace les appareils par des équipements performants à plus, qu'est-ce qui se passe? Et on voit ici la capacité de réduction de ce niveau de consommation. Je vous ai proposé aussi ici une compilation de campagnes de mesure qu'on a fait, dont certaines sont assez enseignes. Vous verrez notamment le poste cuisson, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait de campagne de mesure dessus. Et sur les technologies de l'information aussi, on a pas mal de trous dans la raquette. Mais voilà, ça donne quand même des ordres de grandeur avec pareil cette capacité de progression. Et puis la dernière campagne de mesure qu'on a faite sur l'électricité spécifique, on n'avait pas le détail, mais on avait quand même pris le général. Et donc là, je vous ai montré la valeur moyenne, et puis le premier et le troisième quartile, et la valeur min et la valeur max. Ça permet aussi de se représenter la diversité des situations rencontrées et des niveaux de consommation rencontrés dans le bâtiment. Et par rapport à toutes ces valeurs-là, les valeurs du label se situent ici, 27 kWh d'électricité en collectif et 29 en maison individuelle. Donc plutôt là pour le coup un peu au-dessus de ce qu'on constate un peu sur le terrain. Mais encore une fois, l'ordre de grandeur est le bon. C'est juste, voilà, on ne peut pas prendre en compte si en tant que concepteur, je me mets d'accord avec un promoteur pour prééquiper les logements en frigo de classe A++, et bien actuellement, je ne peux pas le prendre en compte dans le label. Voilà, pour ouvrir un petit peu la discussion à d'autres bâtiments que nos bureaux. Là, je vous ai mis une petite compilation de quelques calculs qu'on a réalisé a posteriori sur des bâtiments de logement. Donc le premier bâtiment, c'est l'Escale, c'est à Lyon sur la ZAC de la Confluence. Donc c'est un bâtiment qui a une chaufferie bois et de l'eau chaude qui est produite par du solaire et du bois. Donc là, en l'occurrence, encore un petit effet pervers du facteur d'énergie primaire à 0 sur le bois. L'installation solaire, là, elle ne servait à rien du point de vue du label. Elle ne nous fait rien gagner. Donc si on ne l'avait pas faite, ça aurait été pareil. Donc c'est un petit peu dommage quand même. Ça, c'est un petit peu dommage. Et puis, voilà, donc on voit pareil, les niveaux de consommation mesurés. Oui, bon, j'aurais pu supprimer ces barreaux-là. Bon, on peut oublier le premier. Le premier, c'est les mesures qu'on a fait et transcrites avec des coefficients d'énergie primaire physique, c'est-à-dire l'électricité en vrai c'est plutôt 3,23 que 2,58, etc. Le gaz c'est plutôt 1,1 que 1, etc. Bon, le deuxième barreau est plus intéressant, on a repris les mêmes facteurs d'énergie primaire que le label, donc là on peut comparer les choses. Donc on compare de la mesure avec le calcul du label avec les AUE du label. Donc là en l'occurrence sur l'escale on est très proche, on est sur quelque chose qui est tout à fait comparable.
Le deuxième bâtiment, c'est Utopia, c'est à Bourg-les-Valence, à côté de Valence donc. Là, on a une petite divergence. La mesure est plutôt inférieure à ce qu'on a dans le calcul au niveau du label. C'est un bâtiment qui est chauffé avec une pompe à chaleur géothermique, en l'occurrence. De même que le troisième bâtiment, qui est un tout petit collectif de 4 bâtiments à Ancône, dans la Drôme également, et qui, lui, a la particularité d'avoir un MC géographique à 0,9, ce qui fait que les valeurs cibles au niveau du label sont plus faibles. Donc voilà. Ce qui fait que, en fait, voilà. Et là aussi, la comparaison entre la mesure et la réalité, il y a une petite différence, mais cette fois-ci, c'est la mesure qui est plus élevée que le label, notamment parce que les AUS sont très élevés. Les usages d'électricité spécifiques sont très élevés. Donc au final, on a des bâtiments qui, de notre point de vue, Enertech étaient très comparables en termes d'enveloppe, en termes de qualité. Enfin, pour nous, une pompe à chaleur géothermique ou une chaufferie bois, c'est quand même assez à peu près aussi vertueux l'un que l'autre. L'ensemble des conceptions de ces bâtiments est passif ou comparable, disons. Donc pour nous, c'était assez proche, et on se retrouve dans le label avec un bâtiment qui est énergie 3 grâce à l'énergie bois, un autre bâtiment qui est énergie 2 avec sa pompe à chaleur, et puis un bâtiment qui est complètement hors des clous, il n'est même pas E1, notamment parce que les objectifs avec le MC0 sont beaucoup plus bas, en l'occurrence. Donc voilà, bon, c'est un retour qui en vaut d'autres. Évidemment, si on avait eu le label au moment où on avait conçu ces bâtiments, on aurait conçu les bâtiments pour répondre au label. Voilà, c'est toujours le petit défaut des tests a posteriori, mais c'est pour illustrer un petit peu les effets de certains choix du label. Donc, pour conclure ce petit tour d'horizon sur la partie énergie, encore une fois, mes excuses sur le fait que c'est assez négatif, mais encore une fois, c'est l'intérêt de la discussion, c'est aussi de pouvoir faire remonter ces retours-là, et je pense qu'il y a encore pas mal il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait intégrables au label. Donc, on est hyper content que l'électricité spécifique soit prise en compte dans le périmètre du calcul. Bon, ça. Voilà. Encore une fois, c'est un arbre qui cachait la forêt. Le fait de raisonner seulement sur les 5 usages. Là, on s'ouvre à tous les usages de l'énergie dans le bâtiment. Donc, c'est extrêmement positif. On a une définition officielle de ce qu'est un bâtiment énergie positive au sens vraiment physique, donc c'est le bâtiment énergie 4. Par contre, la difficulté, c'est qu'on voit, mais c'est une réalité physique, c'est très difficile de faire un bâtiment vraiment à énergie positive quand on monte dans les étages. Donc la notion de tour à énergie positive, par exemple, pour nous, c'est physiquement impossible. Ou alors, il faut ramener une cogénération biomasse ou quelque chose comme ça dans le bâtiment, mais sinon on ne peut pas y arriver. Donc c'est une réalité physique. Par contre, on aurait, enfin, voilà. Du coup, ça veut dire que pour définir le bâtiment énergie positive ou presque, ou un bâtiment qui tend vers l'énergie positive, puisque c'est quand même la direction que nous a donné le Grenelle de l'environnement, c'est que la prochaine réglementation devait viser les bâtiments énergie positive. Pour tendre vers ça, voilà, on va plutôt se rabattre vers énergie 3 pour que ce soit possible, généralisable pour tout le monde. Enfin voilà. Mais et du coup, ça nous amène à un petit peu une impression un peu mitigée sur ce niveau énergie 3 dans sa définition actuelle, qui est que on peut être énergie 3, c'était le cas de l'escale, avec juste une chaufferie bois, donc c'est une énergie renouvelable, mais il n'y a pas de production photovoltaïque. Donc si on se dit, avec la prochaine réglementation thermique, on fait des bâtiments à énergie positive, ah oui, mais en fait, si je mets une chaufferie bois et que je ne produis pas d'énergie, c'est quand même un bâtiment à énergie positive, moi ça me gêne. Physiquement, un bâtiment à énergie positive, c'est un bâtiment qui produit de l'énergie, pas seulement un bâtiment qui consomme peu d'énergie. Voilà, juste pour être précis dans les termes. Donc c'est pour ça que ça me gêne un petit peu qu'on puisse atteindre ce niveau énergie 3 sans production ENR. Je n'ai pas beaucoup parlé d'énergie 1 et énergie 2 parce que moi, personnellement, il ne m'intéresse pas beaucoup. Pour mémoire, en logement collectif, énergie 2, c'est l'équivalent du BBC de la RT 2005. C'est-à-dire qu'on vise une 50aine de kWh par mètre carré, avant correction, etc. Donc, je veux dire, si la prochaine réglementation, c'est seulement énergie 2, ce sera un peu décevant parce que la RT 2012 était déjà censée être la transcription de BBC de la RT 2005. On a un petit peu dégradé, on a laissé une dérogation qui court toujours, pour mémoire, elle a été prolongée récemment. Voilà. Bon, moi, je trouverais ça décevant que la prochaine réglementation soit mise à ce niveau-là.
Je vous ai parlé de l'énergie primaire du bois. À la fois, c'est bien pour la filière bois-énergie, mais c'est un petit peu risqué si on ne renforce pas les exigences en termes de CEP par ailleurs. Et puis, quelques pistes d'amélioration. Je ne dis pas qu'on a forcément les réponses, mais c'est des aspects sur lesquels on aimerait bien qu'il y ait une réflexion collective qui soit menée. Donc, la possibilité de moduler les autres usages de l'énergie en fonction des bonnes pratiques de conception, type prééquipement des bureaux, engagement sur la bureautique pour le tertiaire, des choses comme ça. Moi, la question de l'énergie primaire à 1 au-delà de 10 kWh d'énergie renouvelable exportée, physiquement, je ne vois pas très bien à quoi il sert, sauf si c'est pour dire il faut pas que juste pour, je remets mes idées dans l'ordre. L'exemple de notre bâtiment local, on a un abonnement au réseau qui est asymétrique. On est abonné avec 9 kW en consommation et on a 24 kW en production. Avec un bâtiment comme le nôtre, s'il n'y avait que des bâtiments comme ça sur le poste de transformateur, on serait obligé d'augmenter la puissance du poste de transformateur pour accepter la production remontante. Donc ça pose des problèmes réseau. Donc on est d'accord. L'idée qui est derrière ça, globalement, c'est ça, c'est éviter que les bâtiments soient trop surproducteurs, parce que ça peut générer des charges réseau. Mais ce qui me pose problème avec ce raisonnement-là, c'est qu'actuellement on raisonne au niveau du bâtiment, alors que la réalité du poste transformateur, c'est le quartier. Voire un gros quartier quand on est en zone rurale. Donc en fait, c'est à ce niveau-là qu'il faudrait se limiter. Et donc ça veut dire que moi, ce qui m'intéresserait plutôt que le bâtiment, que ce raisonnement-là au niveau du quartier, du bâtiment, c'est qu'on ait ce raisonnement-là au niveau du quartier. Et finalement réfléchir à une notion de quartier à énergie positive plutôt qu'à une notion de bâtiment à énergie positive. Donc ça, il y a des réflexions en cours sur ces thématiques-là. Mais voilà, elle me semble particulièrement intéressante parce que par ailleurs, ça permet aussi de mobiliser des surfaces de production, par exemple photovoltaïques, typiquement annexes, comme des parkings couverts équipés d'une couverture de photopile. Aujourd'hui, ce serait affecté à un seul bâtiment, mais la réalité physique, c'est que ça peut servir à un quartier entier. Voilà, bon, c'est des pistes de réflexion. Voilà, pour la partie énergie. Sur le volet carbone du label, donc, qui est aussi une innovation énorme du label. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé pour le bâtiment local? Encore une fois, on l'a conçu à l'aveugle et puis on l'a injecté dans l'énergie carbone a posteriori. Donc, ce qu'on a vu, c'est que, vous savez, il y a deux indicateurs pour la définition des niveaux carbone 1 et 2. Le premier, c'est EGES, c'est donc l'impact carbone sur tout le cycle de vie du bâtiment, donc y compris sa vie en œuvre, y compris ses consommations énergétiques pendant la vie du bâtiment. Donc, d'habitude, sur les bâtiments qui ne sont pas à énergie positive, ce qui est prépondérant, c'est la consommation d'énergie pendant la vie du bâtiment. Et sur les bâtiments à énergie positive, on voit apparaître des impacts cumulés qui ressemblent à ça, où la construction du bâtiment, ou enfin plutôt les composants du bâtiment, sont prépondérants sur la vie du bâtiment. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau quand même. Jusqu'ici, on avait plutôt des proportions inverses quand on faisait de l'analyse de cycle de vie. Et donc, il y a cet impact-là. On voit ici le niveau carbone 1 et niveau carbone 2. Donc, on voit que notre bâtiment il respecte bien carbone 2 sur ce critère. Et le deuxième critère, EGES-PCE, c'est l'impact carbone des matériaux. Alors, juste une petite précision méthodologique, c'est les matériaux sur l'ensemble de leur cycle de vie. C'est-à-dire, c'est finalement les fiches d'impact qui incluent donc la fabrication du matériau, sa mise en œuvre, les taux de chute, le cas échéant, et puis derrière, la fin de vie qui est déjà intégrée. Donc voilà. Donc, je crois que j'en reparle un petit peu plus loin, mais c'est différent de la notion d'énergie grise avec laquelle certains sont peut-être familiers, qui mesure l'impact initial de la construction du bâtiment, y compris le chantier. Voilà, là, on est sur une approche matériaux. Bon, bref, c'est pour la petite subtilité. Et puis là, on voit que effectivement, également par rapport aux deux critères carbone 1 et carbone 2, on est assez largement en dessous. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que dans les retours sur notre bâtiment local, où on n'est pas complètement satisfait de ce qu'on a conçu, il y a notamment des problématiques d'acoustique entre les étages et de difficultés à faire passer des réseaux électriques dans un plancher bois qui va être rempli de briques de terre crue. Ça fait que les fourreaux, ils ont tendance à faire un petit peu des angles droits.
ce qui est bien quand on met des fourreaux pré-tirés où il y a déjà les câbles dedans, mais si jamais on a retiré un câble dans un de ces fourreaux-là, on sera bien embêté, on ne pourra probablement pas. Donc ce qui veut dire que si le bâtiment était à refaire, on sait déjà qu'on referait les planchers de façon un peu différente et que notamment on se payerait sans doute une chape à sourd acoustique au-dessus de l'OSB, au-dessus du plancher bois. Et ce qui est intéressant quand on voit ce graphique-là, c'est qu'on se dit qu'effectivement, on aurait eu tout à fait la marge pour se rajouter une bonne chape pour améliorer l'acoustique du bâtiment. On aurait encore été carbone 2 sans trop de soucis. Voilà, juste pour se dire qu'on a été un petit peu jusqu'au bout de notre logique écologique dans la conception. On a loupé quelques marches, mais finalement, la conception reste robuste au niveau de cet objectif carbone 2. Voilà, donc ça, c'était donc pour notre bâtiment avec son procédé constructif particulier. Si on regarde d'autres typologies, alors je vous soumets un graphique. Alors attention, petit warning aussi, ça c'est pas calculé avec un logiciel compatible énergie carbone. Donc je vous dirai un peu après qu'il y a quelques différences méthodologies, mais ça c'est calculé avec Illico, donc qui est basé sur la base EcoInvent, une base de données européenne. Donc il peut y avoir des divergences dans les résultats avec ce qu'on va voir, ce qu'on peut constater dans le cadre du label. Juste pour montrer, ici l'intérêt c'était de voir sur un même bâtiment, ça c'est un bâtiment qu'on a conçu à Villeurbanne, où le maître d'ouvrage nous l'a demandé en construction bois jusqu'à l'APB où il a changé d'avis, c'est des choses qui arrivent dans la vie d'une conception. Donc on l'a calculé, on l'a conçu en bois et puis en ODCE on l'a reconçu en béton. Donc c'était bien parce que du coup on a vraiment quelque chose qui est fiable, robuste en termes de comparaison. On a deux bâtiments qui sont vraiment, qui sont pas théoriques mais qui sont vraiment conformes à la réglementation et tout et tout. Voilà, donc le premier ici, il est en ossature bois avec dalle bois-béton collaborante, mur ossature bois, dalle bois-béton collaborante. Il n'y a que les refends qui sont en béton plein. Et puis ici, le même niveau de performance, les deux sont passifs, mais ici avec du béton partout, de l'ITE polystyrène et de la menuiserie PVC. Voilà. Et puis à côté, pour info, on a aussi le scénario où on a dégradé les niveaux de performance et on a un niveau RT 2005, parce qu'à l'époque on était en RT 2005, pour dire que effectivement notre bâtiment passif, il demande un peu plus d'isolant, une double flux, etc. Donc il demande un peu plus d'impact initiaux. Voilà. Donc voilà, ça montre des ordres de grandeur vraiment importants. On voit ici un impact négatif ici au niveau des planchers. C'est lié à quoi ça? C'est parce que dans cette base de données, on a des impacts négatifs au niveau du bois, puisque le carbone du bois est stocké, est considéré comme stocké, et en fin de vie, il est seulement partiellement relargué, parce qu'il n'y a que la partie incinérée du bois qui est relarguée, et la partie recyclée et la partie enfouie reste un puits de carbone. Donc voilà. Donc ça, c'est une différence importante avec la base Ignies et avec le calcul dans énergie carbone. Donc voilà, ça résume ça. Les niveaux carbone 1, carbone 2 sont assez largement au-dessus sur cette typologie-ci. Et puis ce deuxième graphique, ça c'est sur l'ensemble du cycle de vie. Donc ce barreau-là, c'est pour vous rassurer. Si vous aviez un doute sur l'intérêt de faire du passif en raisonnant en cycle de vie complet, là je pense que vous êtes rassuré. C'est-à-dire que le petit surcoût au niveau de la construction est très largement compensé par ce qui se passe pendant la vie du bâtiment. Bon, voilà, c'est pas une surprise. On voit ici que autant par rapport aux objectifs sur ce diagramme-là, on était très largement en dessous des niveaux carbone 1, carbone 2, autant là on est un petit peu plus sur le fil et il n'y a que le bâtiment avec ossature bois qui passe le niveau carbone 2. Voilà. Encore une fois, c'est un cas particulier, c'est pas généralisable et c'est pas avec la méthode du label. Donc petit point d'étape à ce niveau-là. Donc, encore une fois, on est super content qu'on parle enfin d'ACV
de façon plus large. C'est plus un sujet qui est réservé aux bureaux d'études environnementaux un petit peu dans leur coin. Ça devient un sujet pour tous les acteurs de la construction. Les industriels se mobilisent, et ça c'est aussi une grande nouveauté, c'est-à-dire que la méthode FDES, en ayant des fiches qui soient spécifiques aux industriels, ça les booste quelque part. Ils ont envie d'avoir une meilleure FDES que le voisin, donc ça les pousse à faire des FDES, ça les pousse à améliorer leurs pratiques, donc ça c'est très intéressant. On voit aussi apparaître des configurateurs, donc qui sont des précalculateurs de FDES qui permettent de personnaliser finalement sa FDES. On avait le problème précédemment, typiquement quand on a une dalle béton d'épaisseur atypique, on ne savait pas trop comment fallait extrapoler cette dalle-là, puisque on avait un ratio qui comprenait le béton et le ferraillage avec une certaine hypothèse de densité de ferraillage. Et quand j'extrapole une épaisseur de dalle, le ferraillage n'est plus forcément tout à fait correct. Donc on ne savait pas trop comment faire. Là maintenant, quand on va avoir les configurateurs, on va pouvoir faire ça de façon plus précise. Au niveau point de vigilance, les FDES aujourd'hui sont vérifiés. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Pour avoir discuté avec des personnes qui font la certification de FDES, on reste quand même, il y a vraiment encore un point de vigilance à avoir là-dessus. Il reste encore des petits boutons un peu discrets dans l'établissement du FDES, qui fait quand même qu'on peut un petit peu pousser dans un sens ou pousser dans l'autre, selon ce que la personne qui établit la FDES veut faire passer comme message. En clair, il va y avoir... Enfin, ça va être tempéré très facilement au niveau d'une même filière par l'auto-vérification des FDES entre les acteurs. Par contre, là où il peut y avoir un enjeu, c'est d'une filière à l'autre où il n'y a pas de mise en commun forcément méthodologique et où on peut avoir des différences méthodologiques qui se greffent. Donc c'est un point de vigilance. Je dis pas que ça se produit, mais en tout cas c'est un point de vigilance. Et je m'interroge aussi sur une divergence entre certaines normes. Je vous ai parlé de la question du carbone biogénique. Donc dans EcoInvent, on a des impacts qui peuvent être négatifs. Ce n'est pas le cas dans la base Ignace parce que le carbone biogénique est complètement négligé. Donc les normes européennes permettent de faire soit un cas, soit un choix, soit l'autre. Donc voilà, la France est conforme. Par contre, la direction qui est donnée par la Commission européenne et l'ILCD Handbook, ça va plutôt dans la direction d'intégrer le carbone biogénique avec des hypothèses de fin de vie. Donc voilà, c'est un sujet potentiel de divergence entre la France et l'Europe qui, moi, me pose question parce que du coup, d'une part, est-ce que les industriels ont intérêt à faire une FDES franco-française alors que le reste du marché européen leur sera pas directement ouvert à cause de différences normatives, d'une part, et est-ce qu'un jour l'Europe risque pas d'imposer à la France sa vision normative de ce qu'est l'analyse de cycle de vie, ce qui voudrait dire qu'il faudrait revoir nos méthodes de calcul. C'est des plans sur la comète, mais c'est encore une fois, c'est dans la catégorie doutes et questions que je me pose. Je ne prétends pas avoir la réponse. Juste ce que j'ai dit tout à l'heure sur la différence entre énergie grise et le périmètre GES-PCE. Ça, c'est un petit diagramme où vous voyez le périmètre de ce qui est pris en compte dans tout ce qui est en vert, c'est dans EGES. EGES-PCE, c'est bien les produits de construction et d'équipement en production, en construction, en exploitation et en fin de vie. Donc y compris en phase d'exploitation, les remplacements. Si j'ai un bâtiment qui a une durée de vie de 50 ans et que j'ai un matériau qui a une durée de vie de 30 ans, le remplacement au bout de 30 ans pour aller jusqu'à 50 ans est bien inclus dans la FDES ici. Alors que dans le périmètre de calcul énergie grise, on ne raisonne pas comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est voilà. Juste pour ceux qui ont de l'expérience en analyse de cycle de vie, il faut se méfier de ça parce que du coup le périmètre de référence n'est pas le même. Et puis je me pose une autre question et je vais l'illustrer juste après. On constate un fort impact de la compacité des bâtiments, ça c'est pas une surprise, on le sait déjà aussi bien sur la performance énergétique que sur les coûts de construction. Plus un bâtiment est compact, moins il coûte cher au mètre carré. C'est juste une question de division, c'est logique. Mais en ACV, le phénomène se produit aussi, et du coup ça pose quand même question sur l'unité fonctionnelle du mètre carré. Alors qu'on a des cadres programmatiques d'un bâtiment à l'autre qui peuvent être radicalement différents, que ce soit sur la possibilité ou pas, ou l'obligation ou pas de construire des parkings en souterrain, l'obligation ou pas de respecter un certain épanelage régulier ou au contraire irrégulier selon ce qu'a pu décider un architecte en chef de ZAC, par exemple. Voilà. Et donc, en fait, on a des bâtiments qui, entre eux, ne répondent pas au même cahier des charges, et qu'on va évaluer sur une valeur unique au mètre carré.
Donc physiquement, c'est bien parce que quelque part, le service rendu à l'utilisateur, c'est bien du mètre carré habitable en première approximation, même s'il y a toute une notion de qualité de service qu'on pourrait greffer autour, et y compris le service de la qualité architecturale. Donc voilà, ça me questionne un petit peu là-dessus. Et pour illustrer ça, je vous montre juste deux choses. Je reviens sur mon bâtiment ici. Hein, c'est du Enertech, hein, ça c'est hyper compact. Hein, c'est presque une boîte à chaussures. Ce bâtiment-là, il est très compact. Comparé à un autre bâtiment, désolé, je vous en montre pas l'image parce que c'est un concours qui est pas encore délibéré, mais juste pour vous montrer que là on est sur cette partie-là de l'îlot où on a du R+3, R+4, R+8, R+6, R+2, R+3, R+3, R+2, R+6, R+10. Voilà. Donc autant vous dire que ce bâtiment c'est une dent de scie, quoi. Voilà. Et en phase concours, on en a fait l'analyse de cycle de vie. Voilà. Alors que c'est du bois béton. Le procédé constructif, c'est dalle béton, refend béton, façade bois, double flux, triple vitrage bois. C'est très comparable en termes de procédé constructif au bâtiment du dessus, mais du fait de la non-compacité, on est quasiment au double d'impact au niveau analyse de cycle de vie. Donc si je juge mon truc sur un niveau de kilos de CO2 par mètre carré, bon, l'échelle n'est pas forcément pertinente parce qu'encore une fois c'est de l'Iconven, c'est pas du plus témoin, mais en tout cas voilà, ça me pose question. Et est-ce que l'unité fonctionnelle du mètre carré dans ce contexte-là et dans ce contexte-là est comparable? Voilà, moi ça m'interroge. Juste pour revenir aux fondamentaux de ce que c'est l'analyse de cycle de vie, pour moi, hein, l'analyse de cycle de vie, c'est un outil d'aide à la décision qui doit me permettre à moi, concepteur, en dialogue avec mon maître d'ouvrage, de choisir entre ça et ça. Est-ce que je construis en bois ou est-ce que je construis en béton? À périmètre programmatique constant. Mais comparer ça avec ça, c'est hyper hasardeux. Voilà. Donc c'est une question ouverte. Hein. Encore une fois, je prétends pas avoir la réponse, mais je me demande quand même si ça ne vaut pas le coup d'introduire une notion de modulation. Parce que là, il y a de la complexité de forme, donc quelque part, entre guillemets, c'est bien fait pour nous. On a fait un bâtiment pas compact, on le paye cash. Mais il y a aussi une capacité de taille. Au moment où je construis un petit collectif sur des petites parcelles de terrain et le moment où je vais construire un gros ensemble de 100 logements monolithiques, là j'ai une capacité de taille et pas de forme qui n'est pas de l'ordre du choix de conception, mais qui est de l'ordre simplement d'échelle de bâtiment. Et là je me mets à comparer les choux et les carottes quand même. Voilà. Donc est-ce qu'il n'y a pas quand même une modulation sur l'objectif à faire par rapport à la taille de l'opération? Au moins prendre en compte la capacité de taille. Autre petite réflexion sur les ratios. Pour ceux qui ont pratiqué un petit peu le label, il est proposé des ratios qui permettent de simplifier la saisie des lots techniques, comme chauffage, ventilation. Pour ceux qui se sont déjà amusés à faire de la saisie ACV au détail de j'ai tant de mètres de tuyaux de tel diamètre, tant de mètres de tuyaux de tel diamètre, et puis après j'ai un radiateur comme ça, et puis après j'ai une chaudière comme ci, j'ai une chaudière comme ça. Pour ceux qui sont déjà amusés à le faire, c'est plutôt chronophage, hein, on va dire. Donc c'est une très bonne idée d'avoir proposé des ratios qui facilitent la saisie au bureau d'études. Ils sont ouvertement et explicitement défavorables, c'était le cahier des charges. Juste pour alimenter la réflexion là-dessus, moi j'ai voulu comparer ça, donc c'est super qu'ils existent, les ratios, ils ont le mérite d'exister. Clairement, c'est pas un petit sujet parce que ces impacts des lots fluides, donc CVC, mais aussi électricité, courant faible et ascenseur, ça peut représenter une dizaine, une vingtaine de pourcents de l'impact sur l'indicateur GES-PCE. Donc c'est pas un petit sujet. Voilà. Le gros sujet, ça reste la structure, évidemment, hein, mais voilà, ça c'est pas négligeable du tout. Et moi, quand je regarde par rapport aux ratios qui sont dans l'outil Illico, hein, bon, désolé, je reviens toujours à cet outil-là, même s'il n'est pas énergie carbone, entre un scénario minimum où je fais tout ce qui impacte le moins en termes d'impact de la construction, c'est-à-dire une chaufferie gaz, une distribution, des radiateurs, une VMC simple flux, je suis là. Et si je me mets le truc les plus impactants à la construction, évidemment, une chaufferie bois avec son distilleur, du solaire, une distribution, etc., un plancher chauffant, une ventilation double flux. Voilà. Donc, voilà. Donc en fait, ce qu'on a l'impression, c'est ça confirme bien
ça confirme bien le postulat du label, c'est-à-dire que le ratio est plutôt représentatif du cas le pire, en tout cas pour le logement, en termes de configuration. Donc quand moi, concepteur, j'ai une solution technique qui est plutôt low-tech et qui est plutôt moins impactante, j'ai intérêt à la calculer au détail. C'est un message que je porte à vous concepteurs. J'ai intérêt à le calculer au détail parce qu'il y a beaucoup à gagner dans l'impact du bâtiment. Ok ? Et après, la grosse question que je me pose vraiment par rapport à la méthodologie d'évaluation carbone du label, c'est vraiment sur les questions organisationnelles. Concrètement, à quel moment je réalise mon analyse de cycle de vie? C'est la vraie question qu'on doit se poser. Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, l'ACV, ça sert à prendre des choix. Et quand je fais mon calcul avec le niveau de précision qui est demandé, c'est-à-dire je dois déjà savoir si mon isolant c'est telle marque ou telle marque, et si ma centrale à béton ce sera du CEM4 ou du CEM3 ou du CEM2. Quand je suis en APS, quand je suis à l'esquisse, j'en sais strictement rien. Or, c'est à l'esquisse ou à l'APS que je dois convaincre mon maître d'ouvrage de construire en bois ou de construire en béton. Donc là, il y a un problème organisationnel où c'est difficile d'anticiper la CV à une phase où on a encore le pouvoir de décider des choses importantes sur la vie du bâtiment. Donc ça veut dire qu'on risque de s'orienter vers une situation où, un peu comme on le pratique nous, en tout cas sur la thermique, c'est-à-dire on conçoit avec la simulation thermique dynamique et à la fin on valide avec le calcul réglementaire. Si là, là on s'oriente vers de la même façon, on va concevoir avec un autre outil d'ACV, peut-être plus rapide en termes de saisie et plus générique, et on va valider a posteriori avec le truc. Donc, ce qui pose quand même un problème de double saisie, de temps que ça prend, tout ça, quoi. Une autre chose qui nous questionne, nous, en tant que concepteurs, mais a fortiori qui doit concerner les certificateurs. J'ai eu l'occasion d'échanger sur le sujet avec Cercal, entre autres, Certiv-VA. Eux, ça les terrifie, tout ça. Parce qu'on leur envoie une ACV. Comment ils font pour vérifier que l'ACV est complète? Parce que la meilleure façon d'avoir une ACV performance, c'est d'oublier des trucs. Hein. Si j'oublie des mètres carrés de dalle béton, si j'oublie des portes, si j'oublie des finitions de sol... je suis carbone de tranquille. Donc la vraie question, c'est pour le certificateur, comment j'arrive à contrôler tout ça. Donc il y a un vrai enjeu de réflexion, il y a des réflexions en cours là-dessus, sur une espèce de matrice de vérification de complétude. C'est-à-dire que je sais que déjà dans mon calcul RT, j'ai saisi des mètres carrés de murs extérieurs. Donc déjà, je vérifie que les murs extérieurs ils sont présents en quantité comparable dans la CV. J'ai des mètres carrés de surface au sol. Alors ça veut dire qu'en termes de finition de sol, il faut que j'ai au moins ma surface habitable en finition de sol. En peinture, il me faut au moins... voilà. Alors, il y a plein de choses comme ça qu'on peut recouper. J'ai tant de T2, en général un T2, il y a tant de portes intérieures. Il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut recouper et dans lesquelles on pourrait faire une matrice de vérification de complétude. Ça fait partie des travaux à venir, je pense, au niveau de la réflexion sur tout ça. Et puis aussi une question, mais que toutes ces questions-là, on n'est largement pas les seuls à se les poser, hein, évidemment. Mais comment on fait pour avoir des préconisations spécifiques quand on est dans un cadre de marché public? C'est quand même compliqué de dire je veux tel matériau précisément parce que il a telle qualité. Donc je peux tout à fait le dire, la loi l'autorise. La question, c'est est-ce que le service des marchés publics du maître d'ouvrage va le valider dans le cas où ça mène à une seule réponse possible. Voilà. Parce que le cas où il y a plusieurs solutions qui mènent au même niveau de performance, je pense que ça ira. Mais au cas où spécifiquement ça mène à une seule préconisation, ça risque quand même de poser question, ça risque de faire du boulot pour les avocats dans les années à venir. Voilà. Et puis, dernière question, voilà, j'ai préconisé un ciment Ecosem, je ne sais pas quoi, bas carbone, tout ça. Comment moi, bureau d'études, qui plutôt, est-ce que c'est moi, bureau d'études, de vérifier sur le chantier que c'est bien ça qui a été mis en œuvre? Est-ce que mon certificateur va aussi venir sur le chantier pour certifier que le béton est bien le bon? Est-ce que je vais me contenter de lui envoyer le bordereau de livraison de la toupie qui va bien? Voilà. Bon, ça pose des questions organisationnelles. Derrière, évidemment, c'est la question des missions à confier à qui pour faire tout ça, évidemment. Voilà, pour balayer un petit peu l'aspect carbone. Il y a d'autres aspects qui sont
qui sont à aborder. Bon, pour revenir un petit moment à local, le premier aspect, c'est le prix. Voilà, on voulait pas faire un bâtiment exemplaire mais non reproductible, on voulait faire quelque chose qui soit massifiable. Donc on a tenu les 1200 € du mètre carré, on est même un petit peu en dessous, avec des postes qui sont décrits là. Comme d'habitude, la grosse majorité c'est sur les VRD, le gros œuvre et l'ossature. Donc ça, il n'y a pas trop de surprises. Voilà. Mais en fait, là où on est sur des ratios de prix assez habituels. Là où on gagne, c'est clairement sur l'absence d'un poste chauffage, la ventilation double flux qui est maîtrisée, enfin c'est ni plus cher ni moins cher qu'une double flux centralisée, et puis un bâtiment qui est compact. Là aussi, évidemment, on gagne en termes de prix grâce à la compacité du bâtiment. Voilà. Pour mémoire, il y a des travaux qu'on a fait nous-mêmes, mais on les a bien valorisés en termes de prix ici. Voilà. Il y a d'autres nouveautés dans le label. Il y a un indicateur de recours aux énergies renouvelables, le RER. Ça c'est intéressant, ça donne un petit peu un indicateur sur la part d'énergie renouvelable ou de récupération utilisée pour répondre aux besoins énergétiques du bâtiment, donc consommés sur place. Il y a un nouvel indicateur sur le confort d'été qui s'appelle l'ADIES, qui a pour caractéristique de raisonner en température opérative, ça c'est pas nouveau. Le seuil en est adaptatif, c'est-à-dire que en fonction de la température extérieure, on va considérer comme confortable une température jusqu'à 28 degrés jusqu'à un certain seuil, et puis après on a une rampe, et après on considère que jusqu'à 30 degrés, c'est toujours considéré comme confortable. Ça c'est intéressant parce que ça permet, après sur les valeurs précises, on pourrait éventuellement discuter, mais le côté adaptatif est quand même intéressant, parce que c'est vrai que ce qui procure le confort, c'est vraiment la sensation d'être dehors, il fait chaud, de rentrer dans le bâtiment, il fait plus frais que dehors. Donc, il y a quand même un côté comparatif à la sensation de confort, ça c'est intéressant, et ça permet aussi d'unifier les objectifs de confort d'une région à l'autre. Parce qu'en Languedoc-Roussillon, ils n'ont pas la même tolérance à la chaleur que par ici, par exemple, je ne sais pas. Et du coup, se donner ce niveau-là qui finalement prend en compte la température extérieure, c'est plutôt habile. Donc voilà, c'est un indicateur qui me semble intéressant. Et derrière, on calcule donc un nombre d'heures cumulées d'inconfort et on traduit ça en pourcentage d'insatisfaits avec des statistiques. Voilà, bon, c'est pas inintéressant. Donc ça, c'est des choses qui sont juste pour info. Hein, il n'y a pas d'objectif à respecter sur ces indicateurs-là, mais c'est introduit dans la loi et le moteur les calcule, donc on peut avoir du retour d'expérience dessus. Ça, on trouve ça intéressant. Oui, voilà, tout à fait. Il n'y a pas d'objectif dans le label, oui, tout à fait. Et pour la réglementation, on verra, tout à fait. Oui, absolument. Merci. Pour revenir un petit instant à local, là, pour le coup, on ne s'est pas posé la question si on raisonnait en dièse ou si on raisonnait en heures cumulées au-dessus de 28 degrés. Pour nous, ça ne change rien, parce que de fait, on n'a pas dépassé 28 degrés. Donc, on a respecté notre critère de confort. Donc, grâce principalement au BSO, hein, franchement, je remercie l'inventeur du bruit de soleil orientable. C'est vraiment la Rolls de l'occultation. La faiblesse des imports internes aussi, ça aide, hein, évidemment. Si on avait des gros ordinateurs qui chauffaient tout ça, ce serait plus compliqué d'être aussi performant. La terre crue, l'inertie de la terre crue, ça marche. Vous voyez ici, il y a deux courbes. Il y a la courbe du rez-de-chaussée et la courbe du R+1. On voit que la terre crue marche un petit peu moins bien que le rez-de-chaussée où il y a une dalle béton et la terre crue. Ça marche un peu moins bien, mais ça marche quand même. On a atteint notre objectif. Et puis, on a l'utilisation de l'aération nocturne et matinale. En détail, ça donne ça. Je vérifie quand même mon horaire. Non, c'est bon, on a encore le temps. Ça, c'est une courbe de mesure l'été dernier dans nos bureaux. Donc, on a en violet la température extérieure. Donc, on voit c'est une semaine où on a atteint 38 degrés. C'était une des semaines les plus chaudes du mois d'août. On a en rouge la température moyenne de l'étage, du R+1. En bleu ici, la température moyenne du rez-de-chaussée. Et en vert, la température de masse. En fait, on a mis une sonde de température dans un des murs de briques de terre crue pour voir comment ça se passait. Ça sert une sonde qui est représentative du coup des masses du bâtiment. Et donc, ce qui se passe là sur ces courbes, donc ça c'est une durée d'une semaine. Là, on va du lundi au dimanche et puis on recommence lundi, mardi. Donc le week-end tout est fermé, le bâtiment reste globalement stable, il ne se chauffe pas, il ne se refroidit pas, voilà, il reste stable.
Le lundi matin, le premier qui arrive ouvre tout en grand. Et là, c'est assez spectaculaire. On a une chute de température, y compris de la température de masse. On gagne 1 degré sur la température de masse, on gagne 3-4 degrés sur la température d'air. Donc on voit l'efficacité de l'aération matinale. Là, on ouvre à 7h30 et jusqu'à 10h, au moment où la température extérieure devient à peu près égale à la température intérieure, on ferme tout, on passe en ventilation double flux. Voilà. Donc on voit que ça, c'est efficace. Donc vers 10h, on passe en double flux. Et puis en fin de journée, on s'était donné comme bonne pratique d'ouvrir les fenêtres en oscillobattant au fur et à mesure qu'on part. Donc, ce qui veut dire qu'en fonction des départs, entre 17h30 et 19h, chacun ouvrait sa fenêtre au fur et à mesure. Et on s'est aperçu avec ces mesures-là, on aurait pu y penser avant, mais comme d'habitude, c'est en mesurant qu'on se rend compte des choses, et ben des fois, on ouvrait trop tôt, voire beaucoup trop tôt. Là, on a commencé à faire rentrer de l'air chaud. Il faisait encore, à ce moment-là, 35 degrés dehors. C'était pas du tout le moment d'ouvrir la fenêtre. Donc là, ça c'est un jour où on aurait mieux fait de s'abstenir, finalement. Parce que finalement, entre la température au moment où on ouvre les fenêtres et la température en fin de nuit ici, on a plutôt augmenté. C'est-à-dire, l'effet de l'aération nocturne n'a pas compensé le réchauffement dû à l'ouverture trop tôt. D'accord ? Donc ça c'est un retour d'expérience qui était intéressant. On a fait évoluer nos pratiques. Du coup, on surveille la température qu'il fait dehors pour choisir la stratégie qu'on se donne. Soit on laisse tout fermer s'il fait encore trop chaud au moment où on part, et on fait que de l'aération matinale, soit il fait déjà suffisamment frais et ça vaut le coup de faire une aération nocturne. Voilà. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut assurer de façon passive le confort de bâtiments de bureau. Ça, je pense que vous en étiez déjà convaincu. Voilà, notre objectif, c'était de tenir la masse sous 26 degrés. On l'a à peu près tenu. Voilà. Non, il n'y a pas de bypass. En fait, il n'est pas complètement indispensable au confort d'été, le bypass, et d'autant plus qu'avec une stratégie d'ouverture de fenêtre et d'arrêt de la ventilation, en fait, on fait un bypass manuel et gratuit. Enfin, on ne fait pas tourner le ventilateur pour avoir juste de l'air à la température extérieure, quoi. Ouais. Oui. Non, non, en fait, il suffit de créer une ventilation traversante. Non, il ouvre pas tout. Non, il ouvre pas tout. Il suffit de créer une ventilation traversante. C'est-à-dire, à chaque étage, on ouvre une diagonale, enfin, de 3 fenêtres par étage, ça suffit à faire un bon balayage. Et puis, en général, le premier qui arrive, il se contente de mettre en oscillo, parce que l'ouverture en grand, ça peut faire voler toutes les feuilles de tous les bureaux. Donc, plutôt pas terrible pour les collègues. Donc le premier qui arrive, il gère ça, et puis après c'est chacun dans son bureau qui ouvre en grand et qui régule sa porte pour pas créer trop de courant d'air non plus. Alors par contre, si le côté fermé, oui, ça se fait naturellement avec le café de 10 heures. On sait qu'on n'a pas une sonnerie pour le café de 10 heures, mais c'est quand même une pratique assez courante, et on sait que c'est le bon ordre de grandeur, quoi. Enfin ça. Voilà, on n'a pas remis ça en cause, c'est simple et robuste, c'est le bon ordre de grandeur, c'est le moment de passer en double flux. Voilà. Un autre sujet, je crois que c'est un des derniers, oui, c'est le dernier que je vous propose. C'est pour le coup un des sujets oubliés du label en l'état, c'est la qualité d'air intérieur. Donc voilà, dommage, il n'y a pas d'objectif là-dessus. Bon, on ne pouvait pas tout faire pas tout réussir en une seule fois, donc voilà. En tout cas, pour nos bureaux, on s'est posé la question, on a demandé à des spécialistes de s'en occuper, donc on a demandé à Medieco de nous faire une campagne de mesure. On s'est aussi équipé de ces petites bestioles-là qui sont des analyseurs d'air en continu. Donc ça nous fait une mesure de CO2, COV totaux, humidité, température évidemment, toutes les heures ou toutes les 2 heures. Voilà, donc ça nous permet de suivre en continu. Et puis avec Medieco, on a travaillé avec des tubes passifs là, qui restent pendant une semaine, qui absorbent tout ce qui se passe et qui permet d'avoir une analyse très fine des polluants qui sont présents dans l'air intérieur. Donc les conclusions de cette étude, résumées en une slide, c'est que globalement au niveau CO2, au niveau particules fines, on n'a aucun souci, on est complètement dans les clous. On est un petit peu plus limite sur les COV globaux,
COV totaux, composés organiques volatiles, avec un phénomène très important, très intéressant quand on mesure tout ça, c'est qu'il y a une énorme différence entre les temps où on ne ventile pas, donc notamment la nuit. Notre interrupteur général, il éteint aussi la ventilation. Et donc la nuit, les polluants s'accumulent. Dès qu'on met en route la ventilation, tout ça s'effondre. Quand on a un petit extrémiste qui éteint sa ventile entre midi et 2, parce que quand même ça sert à rien de ventiler pendant que je suis dans une autre pièce, on a le taux de pollution qui remonte très rapidement. C'est quand même assez fou de voir à quelle vitesse tout ça va. Et le soir, quand on arrête la ventilation, ça repart à la hausse et c'est reparti pour le lendemain. Donc c'est intéressant de voir, même dans un bâtiment où on a fait beaucoup d'efforts sur la qualité des matériaux, on fait de l'ossature bois, on a des sols sains, on a des peintures saines, on a travaillé sur tout ça, la ventilation mécanique reste indispensable, et si possible continue, ou en tout cas allumée avant que les gens reviennent, reste indispensable pour garantir une qualité d'air optimale. Alors oui, ça fait partie des pistes. On n'a pas encore tranché la question. Je pense qu'on en reparlera à notre prochain AG. Mais oui, soit on met des horloges pour faire redémarrer les ventilations 1 heure avant que les gens soient là. Ça irait tout à fait. C'est un petit peu trop techno. On s'est dit pour l'instant que le premier qui arrive, il ouvre les fenêtres un petit coup et puis il allume. Et surtout, surtout ce qu'on s'est dit, c'est que la bonne pratique, c'est qu'on n'éteint pas la ventilation le soir quand on part. Parce que c'était aussi une pratique courante. Au fur et à mesure qu'on vide les bureaux, on éteint les ventiles dans chaque bureau. En fait, c'est pas très intéressant parce que l'enjeu, c'est 1 ou 2 heures de fonctionnement entre le premier qui part et puis le dernier qui part. C'est quelques heures. Et par contre, ça empêche, au moment où on rallume l'interrupteur général, de redémarrer toutes les ventiles d'un coup. Et ça, c'est un petit peu dommage du coup. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait plutôt laisser les ventiles allumés et on compte sur l'interrupteur général pour les éteindre. Et comme ça, celui qui arrive en premier le matin, il rallume toutes les ventiles d'un coup. Bon. Mais on va peut-être aller vers une horloge, effectivement. Voilà. Petite réserve aussi sur l'interprétation de ce graphique. Quand on a creusé, c'est quoi ces COV globaux? Parce que COV, ça veut tout dire. Tout ce qui a une odeur, c'est un COV, composé organique volatile. Donc globalement, tout ce qui a une odeur, c'est dedans. Donc il y a des choses là-dedans qui sont nocives pour la santé, d'autres choses qui ne le sont pas. D'accord? Et quand on a analysé justement avec les capteurs passifs, ils nous ont... alors, on n'a pas trouvé de formaldéhyde, ça tombe mal, c'est le seul que je connaissais, moi, parmi les COV, donc voilà. Mais celui-là, il n'y en a pas, bon, voilà. On sait que c'est plutôt un méchant, c'est plutôt un cancérogène, un élargogène, etc. Mais celui-là, il n'y en a pas. Par contre, ils nous ont trouvé de l'alpha-pinène, et puis un autre dont je n'ai pas retenu le nom. Et en gros, c'est des composés qui sont liés à la structure bois. C'est-à-dire que la résine du bois, c'est un COV, enfin, ça libère des COV, et également aux panneaux d'OSB qui servent de dalle, enfin de diaphragme du bâtiment, donc en plancher, et qui servent en contreventement dans les murs aussi. Et donc ceux-là qui contiennent des résines. Et ce que nous ont dit les spécialistes de Mediéco, c'est que globalement c'est très courant de trouver ces choses-là dans la construction bois, c'est pas anormal, et qu'en général, dès la 2e année, le bâtiment a déjà pas mal séché et on en trouve beaucoup moins l'année suivante. Donc on va effectivement refaire ces mesures cette année ou l'année prochaine pour valider que... voilà. Donc quand même pour relativiser un tout petit peu ça, sachant que ces mesures-là ont été faites avant la période estivale, qui a été la période où il a fait le plus chaud, donc où le bâtiment a séché, et où on a très largement aéré, donc... on a dû quand même déjà pas mal évacuer toutes ces choses-là. Voilà, donc la VMC et le COV du bois a évacué la première année. Voilà. C'est ce que je voulais vous présenter de façon générale. On a du temps pour se poser des questions-réponses. Voilà, donc je suis preneur de vos questions, de vos remarques. Je vais commencer. Est-ce que tu as pu regarder en parallèle l'approche économique et l'approche carbone? Est-ce que c'est intéressant de regarder Alors, non, je ne l'ai pas regardé directement, en fait. Ce qui me semble intéressant à souligner avec l'exemple de nos bureaux, c'est justement qu'on peut tout à fait faire de la haute qualité énergétique et environnementale sans casser sa tirelire, avec une conception voilà, optimisée, un minimum de compacité, du low-tech. Donc pour moi, il y a une décorrélation entre les deux sujets. Donc on peut, et encore une fois, le plus gros impact économique d'une opération, ça reste les questions de compacité, de taille et de forme.
avant toute chose en fait. Donc non, j'ai pas de graphe à l'appui parce que j'avais pas assez de sources malheureusement pour pouvoir généraliser quoi que ce soit. Mais ça fait partie clairement des objectifs de l'Observatoire Robeck que de faire remonter ces infos-là. C'est-à-dire que les infos économiques sont aussi remontées dans l'Observatoire Robeck pour voir si les nuages de points, performance, coût créent des tendances, quoi. Pour la question pour aller jusqu'au bout, c'était que quand tu choisis tes matériaux, tu as forcément l'impact directement économique et carbone, quoi. Mais oui, tout à fait. Alors, j'avais mal compris la question, mais c'est clair que l'analyse de cycle de vie, ça peut autant être un calcul d'économiste de la construction qu'un calcul de bureau d'études fluide ou environnemental. Parce qu'effectivement, quand on a un modèle BIM ou une analyse d'économiste, on a tous les composants du matériau listés, quantifiés. Donc il n'y a plus qu'à traduire ça en FDES pour faire de l'analyse de cycle de vie. Donc aujourd'hui, demain, le métier d'assainiste du bâtiment, ça peut aussi bien être les économistes de la construction que des bureaux d'études ou des architectes ou qui que ce soit. Enfin voilà, aujourd'hui la porte est très ouverte. Oui, bonjour Thierry, Julien Vergloser du CEREMA. J'avais une question sur le calcul du niveau C2. Si tu peux revenir juste sur la diapo là. De notre bâtiment, oui. Oui, de votre bâtiment, oui. Puisque après, tu as fait des calculs qui ont été faits après sur d'autres projets, après ce que j'ai compris, qui ne sont pas selon le référentiel de calcul le plus et moins, stricto sensu, oui. Ni en termes de méthode, ni en termes de base de données. Et là, du coup, ce que tu projettes là, voilà, ça c'est bien selon la méthode de calcul, oui. Certifiée et selon les bonnes données, si je peux dire. Oui, absolument. Oui, c'est bien la base Ignes, ça a bien été. C'est bien sur la base Ignes, c'est bien. Voilà. Ça a été fait début 2017. Donc sur la base Ignes de l'époque, où on avait justement quelques petites difficultés pour extrapoler les dalles béton, par exemple, mais on l'a fait en âme et conscience, on a rajouté les ferraillages qu'on pensait nécessaire de rajouter. Mais oui, ça c'est bien la méthodologie Ignes. Pour mémoire, ça a été validé, certifié par Certivea, donc on est bien dans les clous, hein, tout à fait. Bon, de toute façon, tu l'as dit en introduction, et Eric l'a dit aussi, on manque un peu de recul aujourd'hui pour comparer un peu les choses, mais ça fait quand même un peu écho à ta slide d'après où tu montres comparaison construction classique, on va dire béton, polystyrène versus construction biosourcée. Pour l'instant, moi, les premiers retours qui me sont remontés, mais c'est que des premiers retours, donc il faudra les conforter largement dans le cadre d'Obec, c'est que dès que tu passes sur des constructions plutôt biosourcées, comme tu l'as fait ici, c'est plutôt la méthodologie de calcul le plus et moins est plutôt défavorable par rapport à des constructions conventionnelles. Donc là, je suis surpris que tu atteignes aussi facilement que ça le niveau carbone 2 avec... C'est-à-dire que le biosourcé est plus impactant que la construction traditionnelle ? En tout cas, de certains calculs, c'est ce qui ressort parfois. Après, on retombe toujours sur comment tu prends en compte tes matériaux, quel FDES. Et ce que je sais pour l'instant, c'est que dès que tu as recours à des FDES par défaut, qui peut être le cas, tu as utilisé peut-être la paille du coin ou je sais pas quoi, enfin, elle n'avait pas d'FDES, donc normalement tu es censé prendre une valeur par défaut qui est pénalisante et qui peut te faire... On a pris la PEP de réseau compagnon, enfin des règles construction paille, effectivement, qui est générique. Et effectivement, on a sans doute fait mieux dans la réalité que la PEP, puisque c'est de la paille locale. Enfin voilà, mais oui, on a pris une PEP générique. Non, mais ça montre en tout cas que c'est possible. Moi, les exemples que j'avais pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais tu as beaucoup de retours où le calcul a été fait sur le même périmètre. Parce que j'étais récemment à Marseille où il y avait un retour justement croisé assez frustrant d'ailleurs, entre un bâtiment R+7 en béton, alors Ecosem certes, donc bâtiment béton bas carbone, qui était C2, et puis à côté un éco-hameau collectif tout biosourcé, machin, qui était tout juste C1, voire pas classé carbone. De fait, c'est aussi ce qui a motivé le fait que je parle de l'histoire de compacité de taille, parce qu'a priori, alors, bon, on peut toujours suspecter des erreurs de saisie, à voir, on a échangé un petit peu avec la personne qui a fait le calcul, mais sur la question de la compacité de taille m'interroge beaucoup. Je me demande s'il n'y avait pas un point comme ça. Là, je te parle de projet équivalent. Mais équivalent, d'accord. Je mets des pincettes parce que ça a creusé et on en saura plus dans quelques mois. Mais voilà, c'est un retour que...
enfin, qui va dans le sens. Ouais. Mais ce serait assez antinaturel si ce que tu Oui, dis tout à fait. se confirme, ce Tout à serait fait. quand même assez contre-intuitif et problématique. Quand Bah, même. c'est lié à plein de choses que tu as expliquées. C'est périmètre des FDES, c'est quel cycle de vie tu considères, etc., qui ne sont pas tout à fait les mêmes selon les bases de données INES ou EcoInvent. Voilà, pour l'instant, donc ça creuse. Ouais. Et puis c'est vrai, il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que quand on saisit de façon très consciencieuse la construction bois, finalement la construction bois, il y a quand même pas mal de pièces d'assemblage qui sont métalliques. Quand on les saisit consciencieusement, c'est pas un impact négligeable du tout. Voilà, donc c'est aussi des effets auxquels il faut qu'on soit attentif. Et quand on a vu sur le chantier certains tirants en acier dans nos croix de Saint-André, on a une plaque d'acier d'1 centimètre qui fait toute la largeur de certaines croix de Saint-André. On s'est dit waouh, quand même, bon. Donc on a pris en compte tout ça, mais voilà, c'est pas négligeable. Ok, merci. Je voulais juste vous poser la question par rapport à la ventilation. Est-ce que vous vous étiez posé la question double flux, simple flux, ou ça c'est plus un débat? Alors je vais pas vous dire que c'est plus un débat, mais pour nous en tant que concepteurs, c'est plus un débat effectivement. En tout cas en tertiaire, on se pose même plus la question. Quand on veut atteindre un niveau de performance tel que celui-là, la question se pose pas, non. Non, c'est clair. Ça fait aussi partie de la démarche passive, au sens allemand du terme. C'est difficile de faire un bâtiment passif en simple flux. Enfin, la question ne se pose pas. Et de façon plus large, on reste convaincu que malgré tous ces défauts, la double flux reste le seul outil qui nous permet à la fois de faire de la qualité de l'air et de la performance énergétique. Donc oui, on est plutôt des militants de la double flux à Enertech. Ma deuxième question sur la ventilation, c'était par rapport justement au fait que vous supprimez la ventilation la nuit, ça pose pas de souci au niveau de la réglementation? Parce que souvent on nous rétorque ça, qu'un bâtiment tertiaire doit être en permanence ventilé. D'accord. Alors attention, il y a deux choses différentes. Est-ce qu'on parle là de ventilation de confort ou est-ce qu'on parle là de ventilation qui contribue au désenfumage? Non, je parle bien de la ventilation de renouvellement d'air. Parce que si c'est de la ventilation de confort, il n'y a aucune obligation à ce qu'elle soit permanente, hors usage. Par contre, si on parle de ventilation qui contribue d'une façon ou d'une autre à la sécurité incendie, là par contre c'est évidemment beaucoup plus compliqué de l'arrêter. Donc il y a deux cas vraiment différents et il faut distinguer ces deux cas. Dans le logement, oui. Là c'est du tertiaire, là. Ouais. Non, dans le logement, évidemment, on n'arrête jamais la ventilation dans le logement. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez envisagé le stockage de l'électricité photovoltaïque? Pourquoi faire? Justement pour l'utiliser complètement et pas revendre le surplus quand vous avez une surproduction? Mais pareil, pourquoi faire en fait? Non, on ne l'a pas envisagé, parce que tout simplement, ça a un poids environnemental énorme. Enfin, des batteries de stockage, c'est hyper coûteux, hyper impactant d'un point de vue environnemental, et on ne voit pas trop l'intérêt dans la mesure où on est pour le coup, sur un poste de transformateur où la production qu'on réinjecte est très largement consommée avant d'avoir à remonter au réseau. Donc d'un point de vue physique macro du fonctionnement du réseau électrique, on ne perturbe rien, on n'est pas en site isolé, on n'a aucune raison de chercher à être en autonomie. Donc pour moi, ça ne participe pas du tout à la définition d'un bâtiment à énergie positive. Nous, c'est un bilan sur l'année, on mutualise les moyens de production, on mutualise les types de consommation. Justement, à l'échelle d'un quartier, mutualiser des consommations de logements qui sont plutôt le soir avec des consommations de bureaux qui sont plutôt la journée, c'est aussi intelligent en termes de régulation réseau. Donc viser forcément l'autonomie bâtiment par bâtiment, je ne vois pas l'intérêt ni environnemental ni technique. Peut-être pour rebondir sur cette notion-là, non, ou si il y a une autre question? Oui, moi j'avais une question concernant le E. Et je me demandais, est-ce que la consommation énergétique pour la production, par exemple des panneaux ou
d'autres types de matériaux ou de matériel qui rentrent dans la construction est prise en compte ou nullement? Alors dans le bilan énergie au sens CEP, AUE et bilan BPOS, non, c'est pas le cas. Par contre, dans le calcul de l'analyse de cycle de vie, oui, bien sûr. Ouais. Mais ce sera dans le C. Mais je Quoi voulais savoir. Ce sera dans le C, oui, Ouais, c'est ça. mais- Et dans voilà, les autres indicateurs calculés, parce que effectivement le label ne donne des objectifs qu'en carbone. Par contre, les autres indicateurs, énergie primaire non renouvelable, émissions de pollution des eaux, déchets radioactifs, tout ça, sont calculés. Il n'y a pas d'objectif dessus, mais on peut y accéder. Donc la question du temps de retour énergétique des capteurs photovoltaïques est tout à fait. Mais ça, c'est une notion qui est très bien documentée. Hein. Le temps de retour énergétique des capteurs, c'est inférieur à 3 ans. Enfin voilà, on sait que c'est complètement positif. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, si vous souhaitez vous rassurer là-dessus, cette donnée est disponible. Non, mais comme le label est quand même séparé en deux voies, C, E, et il aurait peut-être été intéressant qu'une partie de l'énergie qui est nécessaire à la fabrication soit impactée sur le calcul du coefficient E pour varier un petit peu justement les types d'usage. Parce que vous pensez vous concentrer sur la première année de vie du bâtiment? Parce que si on raisonne sur 50 ans, le bilan est largement compensé, donc il n'y a pas de sujet en fait. La question est caduque à partir du moment où effectivement on met dans le gramme 50 ans. Bien sûr, mais je ne construis pas un bâtiment pour un an de toute façon. Non, bien sûr. Je ne pensais pas non plus qu'il fallait le calculer sur un an, mais par exemple, le cycle de vie dans votre calcul de 50 ans, il prend en compte justement la rénovation et le renouvellement des panneaux, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. J'avais une question plus sur le carbone. Oui. Je voulais savoir, au niveau de votre calcul, si vous aviez bien trouvé toute... Un peu plus proche. Ah, d'accord. Ah oui, ok. Je voulais savoir si au niveau des fiches matériaux, vous aviez tout trouvé, donc tout pris en compte ou pas? Alors, on a presque tout pris en compte pour presque tout trouvé pour notre bâtiment. On a éventuellement un petit peu extrapolé pour prendre en compte des trucs qui étaient un peu borderline. Genre les ventilations double flux décentralisées, je vous cache pas qu'elles n'existaient pas, hein, mais on a pris de la ventilation double flux de maisons individuelles et puis on les a multipliés, on a fait un espèce de ratio par rapport à leur capacité en termes de débit. Bon, c'est un peu limite par rapport à l'application stricte du label. C'est une question qui pose souci aujourd'hui, hein, effectivement, parce que une des façons de faire des bâtiments performants, c'est d'utiliser des matériaux qui sont décrits nulle part et donc qui sont théoriquement comptés à zéro. Voilà. Bon. Méthodologiquement, nous, on préfère les approximer par quelque chose qui ressemble, mais dans la méthodologie du label, on est censé les négliger quand ils sont vraiment décrits nulle part. Quand je dis nulle part, attention, hein, ça veut dire ni dans les FDES, ni dans les PEP, ni dans les M2GD, ni dans les ratios. Voilà, si c'est vraiment présent nulle part. Donc en général, tous les matériaux se retrouvent quand même globalement quelque part. C'est juste que plus on descend dans cette liste-là, plus on est sur une prise en compte qui est de plus en plus forfaitaire et donc de plus en plus majorante par rapport à la réalité, donc défavorable pour le calcul. Et ça n'a pas posé problème lors de la certification, ces approximations? Non, tout à fait. On les a expliqués au certificateur, il les a validés. Voilà, je crois que même pas qu'il y a eu besoin d'aller-retour, ça s'est fait directement. D'accord. Merci. Bonsoir. Dans le volet C-, est-ce que ça prend en compte l'aspect déconstruction et réutilisation des matériaux, au niveau de la fin de vie du bâtiment? Alors, je ne sais pas si vous le savez répondre. Parce que si le bâtiment, on va dire, on va déconstruire et après on va réutiliser les matériaux, on ne va pas régénérer des impact de carbone. Voilà. Oui. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tous les éléments de réponse là-dessus. Il y a effectivement une notion d'impact après la durée de vie du bâtiment, mais c'est plutôt orienté moyen de production, je crois. Et il y a aussi des FDES qui prévoient des durées de vie supérieures à 50 ans. Et par contre, je ne sais pas dans quel point c'est valorisé dans le calcul de la FDES. Non, je brode autour de la réponse, mais en fait, je ne sais pas.
J'étais très intéressé, alors comme nous travaillons beaucoup sur la rénovation aussi, par vos doubles flux décentralisés, là, parce que c'est vrai que c'est souvent, enfin, ça paraît un outil très prometteur pour un certain nombre de situations. Et du point de vue acoustique, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on est à côté du ventilateur quand on travaille, du coup. Tout à fait. Alors effectivement, c'est un enjeu auquel on a été attentif dans le choix des équipements aussi, hein, évidemment. Donc vitesse 1 et 2, aucun problème. Hein. Ça fait pas un bruit perceptible pour un usage. Enfin voilà. Voilà. En logement, il vaut mieux quand même les positionner. On va les positionner systématiquement en couplage entre une pièce sèche et une pièce humide. Il vaut mieux évidemment mettre le caisson dans la pièce humide et mettre le bout de tuyau de soufflage vers la pièce sèche, notamment si c'est une chambre. Mais voilà, on est sur des niveaux de bruit qui sont vraiment très faibles. Après en vitesse 3 et 4, mais c'est quand on veut avoir 45 et 60 mètres cubes heure, grosso modo, les niveaux de bruit sont un peu plus importants. Donc ce qui veut dire que pour la maison individuelle, pour le couple cuisine salle à manger, on est sur des niveaux de bruit un peu plus importants avec ce modèle-là. Donc ce qui fait que en pratique, nous pour le réfectoire, on la booste en position 3 ou 4, mais vu qu'on fait tellement de bruit en mangeant qu'on ne s'en aperçoit pas. Donc ça peut être le cas aussi pour. Mais l'utilisateur final de la même chose en maison individuelle, je pense que il va sans doute soit avoir la patience de jouer avec entre la position 3 quand il utilise sa cuisine et la position 2 le reste du temps, soit il n'aura pas la patience et il va la laisser en position 2 et il sera plutôt en sous-débit par rapport à l'arrêté de 82. Donc il y a quand même un enjeu d'ajustement de ces caissons-là par rapport aux besoins du marché français. Ils sont quand même globalement conçus pour le marché allemand qui n'a pas exactement les mêmes objectifs en termes de débit. Et par ailleurs, le regretté caisson GLT Fox, qui n'existe plus puisque GLT a été racheté par Ventilaire, était beaucoup mieux de ce point de vue-là puisqu'il pouvait monter à 50 mètres cubes heure sans faire trop de bruit. Il était un peu plus gros. Et voilà, il a disparu. Normalement, Ventilaire nous a promis qu'il le remettrait à son catalogue, mais ça fait 2 ans, on l'a toujours pas vu revenir. Donc, bon. Voilà. Benoît Herny, enquêteur retour d'expérience pour l'AQC et les centres de ressources, travaille actuellement sur la ventilation de double flux décentralisé. Donc on aura un rapport de bonnes pratiques, point de vigilance sur ce sujet et on fera une conférence en fin d'année pour donner ses retours. Il est venu nous voir d'ailleurs. Bruno Parazot, Wildenkirch. J'avais juste une question sur la compréhension du public finalement de ce label. D'une manière générale, et même des maîtres d'ouvrage, des promoteurs. Nous, on en a qui viennent et qui nous promettent du plus c'est moins, mais d'une manière générale, pour des R+4, R+5, R+6, j'allais dire même sans changer aucune pratique de toute façon. Et je sais pas non plus ce que ça veut dire vis-à-vis d'une clientèle possible, surtout si après on rentre dans des niveaux à l'intérieur de chaque coefficient. Enfin, c'est extrêmement compliqué à expliquer finalement tout ça. Oui, déjà du fait que c'est nouveau, forcément, c'est pas bien connu du grand public, c'est pas forcément bien connu des maîtres d'ouvrage. Ça pose plein de questions et on a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui nous demandent justement, mais attendez, le bâtiment que j'ai fait l'année dernière, si je le passe dans le calcul, qu'est-ce qu'il donne? Donc c'est justement l'objectif du retour d'expérience au BEC que de permettre dans un premier temps aux maîtres d'ouvrage d'appréhender les niveaux et de se représenter ce que ça veut dire E2, E3, E4, C1, C2. Et après, effectivement, il y aura un besoin de communication plus massive pour expliquer au grand public ce que ça signifie. Aujourd'hui, on est sur une phase qui est globalement de l'ordre de l'expérimentation. Et donc, aujourd'hui, la démarche du label concerne surtout le monde du bâtiment et pour l'instant, un petit peu moins le grand public. Mais il faudra passer à l'étape d'après prochainement, je pense. Donc aujourd'hui, la perception, non, je suis d'accord avec vous, c'est difficilement appréhendable pour le grand public. Ce label dans sa complexité et ses niveaux. On est bien d'accord. Ils ont juste digéré la notion BBC et la notion d'RT 2012. Mais bon, voilà, la pédagogie, c'est un travail de tous les jours. Bonjour, Jean Brecht, architecte. Je me posais une question par rapport à ce que nous avez annoncé. Il y a plein de choses super intéressantes. Mais globalement, finalement, on produit de l'énergie juste avec les panneaux solaires. C'était la seule solution pour produire de l'énergie.
Et ça me pose une question éthique sur le fait d'utiliser des panneaux solaires sur ces bâtiments, puisque le panneau solaire, en lui-même, c'est pas forcément un objet très écologique. Ah bon, pourquoi? Dans sa fabrication, dans les matériaux qu'il consomme, dans le fait qu'il propose d'être sur l'extraction de matériaux et de métaux rares, etc., etc. C'est-à-dire qu'il a des conséquences. Est-ce que vous pouvez citer un métal rare qui est dans le photovoltaïque? Alors, je suis spécialiste de ça, moi. Le photovoltaïque, c'est à 99,9% du silicium. Hein, le silicium, c'est le sable courant. Hein. Donc, il y a une question de concentration, de purification du silicium, mais le silicium, c'est un des matériaux les plus présents sur Terre. Donc, c'est pas du tout une terre rare ni un métal rare, le silicium. Donc, on n'a pas de problème de ressources sur le silicium. Et puis, les matériaux les autres métaux qui sont utilisés pour doper le silicium et lui donner ses propriétés photovoltaïques, on est sur des quantités qui sont beaucoup plus faibles. Et par rapport à l'impact global du photovoltaïque sur le cycle de vie, aujourd'hui, on sait recycler le capteur photovoltaïque. C'est des questions qui me sont posées souvent, donc j'anticipe. On sait recycler le photovoltaïque. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de filière industrielle pour le faire, tout simplement parce qu'il n'y a pas de capteurs à recycler. Les premiers capteurs qui ont été posés il y a 40 ans, ils marchent toujours. Pourquoi on les déposerait? Ils marchent toujours. Donc, ils continuent à produire aujourd'hui. Donc, il n'y a personne qui dépose aujourd'hui des capteurs photovoltaïques pour les envoyer en recyclage. Mais, de point de vue expérimental en laboratoire, on sait faire. Et la meilleure chose à faire avec un capteur recyclé, c'est de refaire un nouveau capteur. Parce que plutôt que de partir d'un sable qui est, je ne sais pas, impur à 70%, qui est à 70% de silicium pour refaire du silicium à 99,999, je ne sais pas combien de 9 de pureté, il vaut mieux repartir d'un capteur déjà dopé à 99, déjà un certain nombre de 9, le refondre, le repurifier pour reprendre le nombre de 9 qui va bien. C'est beaucoup plus simple que de partir de quoi que ce soit d'autre. Donc l'avenir de la filière, c'est son propre recyclage en fait. Donc moi j'ai pas de doute sur le côté impact environnemental. Et par ailleurs, le photovoltaïque aujourd'hui, c'est pas que du chinois. Hein. Le photovoltaïque qu'on a posé nous, il est européen. C'est du photowatt. Il est même la fin de la fabrication est française. Les capteurs, la fonte du silicium, elle est européenne. Donc voilà, il n'y a pas que de la vilaine électricité du charbon chinoise pour faire du capteur photovoltaïque. Si on met à peine plus cher, on peut aussi avoir des capteurs qui sont fabriqués en Europe dans des conditions environnementales beaucoup plus satisfaisantes. Ok. Sur ces belles paroles d'Éric, on va pouvoir prendre le pot, je crois, et remercier Thierry. Merci beaucoup. Ouais, merci.